Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire dédié aux dons et au mécénat pour les associations écolos, solidaires, citoyennes. On va aujourd'hui passer 1 heure et demie ensemble. Bonjour à toutes et à tous sur le chat. Alors d'ici peu, je ne pourrai plus regarder le chat parce que je vais être en partage d'écran des slides qui sont visionnés. On va avoir une collecte des questions que vous allez poser par Christelle et Alice qui sont dans le chat et qui permettront de renvoyer les questions à la fin. Cela dit, Marielle, Hélène et Marion pourront aussi répondre à certaines questions, puis ensuite, quand elles parleront, je pourrai répondre à certaines questions aussi au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure qu'elles viennent. On a coupé les micros et les caméras, comme a priori, on va être au moins 200, vu qu'on est déjà 190 et potentiellement un petit peu plus. Peut-être, j'espère, on n'atteindra pas les 250 puisque c'est notre jauge maximale. Et dans ce cas-là, pour celles et ceux qui ne pourront pas être avec nous, on a enregistré, on est en train d'enregistrer, ils pourront regarder ce webinaire en indirect, pas en direct avec nous. Ils ne pourront pas poser toutes leurs questions, mais je leur répondrai par mail à toutes leurs questions où je mettrai en lien Marielle, Marion et Hélène si ça concerne leur structure. Et les slides seront bien sûr partagés, Nicolino, avec la rediffusion. Et c'est normal, si vous n'avez pas de son, est-ce que vous, quand Marine ou Ox, quand vous dites que vous n'avez pas de son, c'est que vous n'entendez pas de son, ou est-ce que c'est que vous ne pouvez pas parler? Pas de son, d'accord. Ah mince. Bon, j'espère que ça va se régler. J'ai l'impression que c'est pas le cas pour tout le monde, effectivement. On va continuer. Désolé si jamais le son ne passe pas pour certains ou certaines. Et du coup, je vous propose d'attaquer ce webinaire pour lequel nous accueillons Eloasso, Lilo, Microdon, représentés par respectivement Marion Lacou, responsable des contenus pédagogiques, Marielle Crouzet, responsable des partenariats associations, Hélène Lecomte, responsable des relations extérieures. Et ce webinaire sera animé et nourri par mes apports méthodologiques. Moi, Martin Durigneux, qui suis donc le cofondateur et coordinateur général de l'Institut de Transition. Donc à partir de maintenant, je ne vois pas vos questions. Donc s'il y a des interactions avec moi, Christelle, qui est dans la pièce d'à côté, viendra en cas d'urgence m'alerter. Sinon, je répondrai personnellement aux questions qui suivront pour pouvoir faire circuler les slides les unes après les autres. Alors un mot avant d'attaquer le webinaire sur l'Institut Transition. L'Institut de Transition est un institut associatif et non lucratif qui a été créé à Lyon par une quinzaine de personnes issues d'associations et d'entreprises écolo et solidaires de la région lyonnaise, avec trois vocations. La première, qui est historique, la toute première pour laquelle on s'est engagé, c'était d'accompagner les personnes en évolution professionnelle vers des métiers et missions dans des associations, des entreprises ou des institutions qui portent la transition écologique et les solidarités, avec un programme qui s'appelle Nouvelle Voie. La deuxième, qui est celle qui nous réunit aujourd'hui, c'est celle de former et d'outiller les équipes des associations et des entreprises porteuses de la transition écologique et solidaire et des solidarités pour se développer, pour grandir, pour agir toujours davantage sur les causes qui nous tiennent à cœur et face aux urgences écologiques et solidaires qu'on rencontre, avec différents dispositifs, en particulier nos formations boîte à outils, qui sont présentées un petit peu après, et une lettre que certains connaissent et certaines connaissent et que d'autres découvriront si vous vous êtes abonné, qui s'appelle la lettre solution, qui donne une veille d'événements, une veille de formation, une veille d'appel à projet et plein de ressources utiles pour les assos, les entreprises écolo et solidaires. Et ensuite, enfin, on a une troisième vocation qui est d'accompagner la transition écologique dans des associations d'éducation populaire, de solidarité, d'action sociale, culturelle et sportive, qui nous ont sollicité au fur et à mesure depuis ces 5 dernières années pour les accompagner. Et donc, un peu sur mesure, on construit des dispositifs de formation et d'accompagnement pour elles et leurs équipes. Formation boîte à outils en quelques mots, c'est 30 formations professionnelles cette année, de 1 à 5 jours pour outiller les structures sur des sujets aussi différents que la communication, le management, le développement du modèle économique, la gestion du temps et du travail, la gestion des conflits. Donc il y a une variété de sujets que vous pourrez découvrir un petit peu plus tard quand vous plongerez sur nos propositions après le webinaire si ça vous intéresse. Pour qui et par qui ces formations, en fait, elles ont été pensées
par nous qui sommes toutes et tous issus de structures écolo et solidaires de la région lyonnaise ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les personnes qui sont formatrices sont à la fois expertes des sujets sur lesquels elles forment, mais aussi expérimentées dans des structures qui nous ressemblent et qui ne sont pas des grands groupes ou des institutions publiques avec des réalités d'équipe et de fonctionnement un petit peu différentes. Donc là, je vous ai mis 7 exemples de formations que vous pourrez regarder quand j'enverrai le slider qui se colle un peu plus au thème des associations et des thèmes qu'on aborde dans les 3 webinaires qu'on va vivre pour ceux qui suivent les 3 et celles qui suivent les 3 ces 2 prochaines semaines. Donc, petit rappel, les 3 webinaires, normalement, vous avez vu, puisque quand vous êtes inscrit, vous êtes nécessairement passé par une page où les 3 étaient présentés. C'est pour les rappeler. Les 3 sont axés sur une idée de renforcer l'autonomie des associations dans cette période un petit peu compliquée qu'on connaît aujourd'hui, avec 3 objets différents, le don et le mécénat, le bénévolat et les fondations. Le but n'étant pas du tout d'encourager la disparition des financements publics, mais de dire comment on peut venir compléter les baisses qu'un certain nombre d'associations connaissent aujourd'hui, de sorte qu'on puisse être à la fois résilient, mais en même temps continuer notre développement, puisque les urgences écologiques et solidaires nous invitent à continuer à progresser et à grandir. Au programme de ce webinaire, on va avoir 3 temps. Un premier temps qui est un temps avec moi, d'apport méthodologique. Le but, c'est vraiment de donner les bases quand on pense à une stratégie de don pour que vous puissiez repartir avec du contenu aussi pour penser vos stratégies, un peu une architecture et en même temps, parfois un peu venir déconstruire ou mettre des points d'intention sur des idées reçues ou sur des points qui sont un petit peu à risque pour éviter que vous commettiez des erreurs un peu bêtes qui peuvent s'éviter. On commettra toujours des erreurs quand on a une stratégie de don. Comme la plupart de nos actions, on commet toujours des erreurs. Si on peut s'éviter, c'est normal, hein, c'est très bien. Mais si on peut s'éviter celles qu'on aurait pu prévenir, c'est tant mieux. Donc le but, ça va être parfois de donner des petits conseils. Et ça va être aussi un enjeu de répondre à toutes les questions pour vous aider à mieux mener ces stratégies de don que vous avez peut-être déjà ou que vous êtes en train d'envisager suivant vos structures. Ensuite, on présentera 3 solutions avec Marion qui présentera Helloasso avec la diversité importante des propositions d'Helloasso, Hélène qui présentera Lilo avec ce qu'on connaît de Lilo, le plus connu qui est probablement le moteur de recherche, mais aussi d'autres propositions, et Marielle qui présentera les solutions proposées par Microdon, qui sont assez peu connues pour les associations de petite dimension, mais qui sont très intéressantes et pour lesquelles, par exemple, Ancilla, qui est une association que je préside et que j'ai fondée, qui est le terreau de notre institut, a bénéficié plusieurs fois de soutien grâce à Microdon. Donc c'est une option bien intéressante que Maëlle nous présentera. Et à la fin, on répondra à toutes vos questions. Donc vous les posez au fur et à mesure. Il n'y a pas du tout de souci, même si on n'y répond pas tout de suite. Moi, j'essaierai de donner la main à Marion, Hélène et Marielle sur la présentation, mais je ne sais pas si ce sera possible. Donc je resterai sans doute assez incapable de vous répondre, mais je prendrai le temps à la fin avec Marion, Hélène et Marielle de répondre aux questions qui viendront. J'ouvrirai mon petit document pour regarder tout ce qui a été posé. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Alice et Christelle répondront si elles savent et sinon elles garderont pour la fin. Alors, l'idée de ce temps d'abord, c'est de passer en revue un petit panorama à la fois du don en France et des enjeux légaux qu'il y a derrière le don, puisque c'est pas tout à fait dans la stratégie, mais c'est des questions qui doivent vous préoccuper pas mal si vous pensez à vos stratégies de don. Donc on va un peu les décortiquer les unes après les autres pour venir répondre à vos questions. Il y aura sans doute des questions qui resteront. D'habitude, il y a toujours des questions qui restent, donc n'hésitez pas à les poser. Donc petit panorama tout à fait copié de mon dernier webinaire avec Marion de Helloasso. Donc c'est directement issu d'Helloasso. Je vous ai mis le lien quand vous aurez le slider. Un Français sur 2 déclare avoir fait des dons à des associations en 2023. Le don moyen s'élève à 371 € par an. Et on a noté que les Français étaient plus généreux sur les 3 derniers mois de l'année, ce qui sera aussi évoqué dans nos stratégies, puisque c'est assez souvent qu'on fait effectivement une campagne sur la toute fin d'année liée aux défiscalisations historiquement, où la plupart des personnes se optimisaient, on va dire, ou en tout cas se disaient je vais faire un don par rapport aux impôts au moment où il y avait les déclarations d'impôts, qui sont aujourd'hui toujours le cas, mais un petit peu moins avec le prélèvement à la source, un petit peu moins sensible, mais malgré tout, ça reste présent dans les habitudes. Donc c'est quelques informations clés pour se dire le don en France, c'est pas anecdotique. Ça représente des volumes financiers importants et que nos associations
pourrait capter davantage sans doute, d'autant que ce don pourrait augmenter si on avait davantage de communication, encourageant notamment dans les associations locales des dons plus de proximité, qui aujourd'hui ont été beaucoup, on va dire, captés par les approches de financement participatif, de crowdfunding, mais qui pourraient encore se renforcer. Et c'est un peu le but de ce webinaire que de militer pour renforcer cette ressource dans la vie de nos associations. La place du don donc dans les modèles socio-économiques de nos associations, le but c'était de rappeler qu'on a 3 grandes briques qui financent les associations. La plus importante historique, c'est les ressources publiques pour beaucoup d'associations qui commencent à avoir des salariés. Souvent, c'est quand on commence à avoir des salariés, les ressources publiques, qui sont liées aux subventions essentiellement, vont être une brique importante. Et c'est elle qui est potentiellement, on va dire, attaquée ces dernières années, et surtout cette dernière année dans le cadre des évolutions du budget qu'on a pu connaître et qui impacte au-delà de l'État qui change son budget, aussi les villes, les départements, les régions, puisque elles se voient réduire leur dotation. Donc c'est aussi à cause de cet événement qu'on a un peu renforcé notre stratégie de communication autour de ces webinaires. On s'est dit, en fait, on va lancer ces webinaires qu'on avait un peu dans les cartons, parce que là, il y a un peu une priorité à aider les associations à se renforcer dans ce contexte de baisse des financements publics d'État. Deuxième ressource qui existe dans un certain nombre d'associations, mais qui sont un peu plus compliquées à appréhender pour les associations, ce sont les ressources marchandes, puisqu'il s'agit de la vente d'un produit ou d'un service à un prix fixe. Donc ça fait exception qu'on ne sait pas toujours exactement où mettre les ressources à prix libre, donc on n'entrera pas dans les détails, mais si vous avez un guide, vous avez un magazine comme nous, vous avez des outils, des éco-cups, ça peut être plein de choses différentes et que vous les vendez à prix libre, ça peut rentrer dans les ressources marchandes comme ça peut rentrer dans les ressources, on va dire, basées sur le don. Ça dépendra de plein de petits détails qu'on n'aura pas le temps d'explorer. Mais globalement, les ressources marchandes, c'est surtout quand on vend un produit assez classique à un prix fixe et concurrentiel. Il faut avoir en tête, et vous l'avez sans doute en tête, qu'il y a des limites pour les associations, à partir desquelles, à un moment, elles risquent d'être fiscalisées. Donc, elles sont obligées soit de créer une structure, soit de séparer leur comptabilité pour pouvoir gérer ces deux ressources, enfin, les ressources, on va dire, classiques d'une association d'intérêt général et les ressources marchandes qui les placent potentiellement dans la concurrence. Cette limite, elle est un petit peu au-dessus de 70 000 euros. Donc il faut l'avoir en tête, c'est de 50% du chiffre d'affaires, donc il faut l'avoir en tête. Malgré tout, c'est une ressource intéressante qui peut être fragilisée quand même, puisque on le sait, les gens peuvent changer d'habitude, les consommations peuvent évoluer, et du coup, c'est pas parce que c'est marchand que c'est plus viable que quand c'est public ou quand c'est citoyen. C'est d'autres règles du jeu. Donc c'est assez souvent qu'on voit hybrider les associations évidemment entre ces deux ressources. Et bien sûr, il y a les ressources citoyennes qu'on peut découper en deux grands ensembles. Tout ce qui est le champ du bénévolat, donc on va donner du temps, et tout ce qui est le champ du don, on va donner de l'argent. Et donc c'est ces ressources citoyennes qu'on va étudier. Dans les associations très émergentes, souvent elles sont très majoritaires, puis la professionnalisation des associations, quand elles se développent, amène à ce que elles s'hybrident avec des ressources publiques et ou des ressources marchandes. Et le cas échéant, les ressources citoyennes, elles sont plus lentes à se développer souvent, plus conviviales, plus de proximité, plus liées à des dynamiques humaines, et donc elles sont beaucoup plus résilientes, beaucoup plus solides, on en parlera après, mais elles prennent plus de temps. Donc, souvent dans la vie des associations, on observe qu'elles se réduisent en proportion, même si parfois elles restent importantes en volume. Et l'enjeu pour nous, ça va être de voir comment on potentialise ces ressources. Aujourd'hui, avec moi sur le don et avec Marion, Marielle et Hélène. Et vendredi avec Fanny sur le bénévolat et avec les témoignages de Rebecca et de Nicolas, de deux associations qu'on a formées et accompagnées. Pourquoi se lancer dans une stratégie de don avant de se plonger dedans? C'est important de le dire, il y a trois, pour moi, grands champs importants qui ne sont pas forcément complémentaires suivant votre association. Vous pouvez aller en viser un ou plusieurs. Le premier, c'est la résilience. Effectivement, c'est celle qui nous amène à avoir ce webinaire ensemble. Quand on se retrouve face à une situation de tension sur les subventions, ou une situation de tension sur les ventes, quand vous avez une activité de café-concert associative, vous pouvez avoir des changements d'habitude, vous pouvez avoir des événements qui amènent à ce que ce soit les comportements des consommateurs, consommatrices, bénévoles, usagers, usagères changent, soit d'un autre côté, vous avez des situations comme la crise sanitaire ou l'inflation qui vont impacter directement sur un temps court leur comportement. Donc ces ressources, on va dire, citoyennes, elles sont particulièrement résilientes parce que c'est assez rare que des gens se désengagent d'un don qu'ils font de manière régulière ou d'un bénévolat pour lequel ils sont engagés, parce que c'est des choses qui va leur tenir fortement à cœur. Et donc on voit effectivement une beaucoup plus forte résistance au choc de ces ressources-là par rapport
aux subventions ou aux activités marchandes. Deuxième raison qui est aussi très importante, c'est le développement de nouvelles actions. Vous êtes nombreuses et nombreux, je pense, à avoir des financements publics. La possibilité de développer des nouvelles actions avec des partenaires financiers est assez compliquée. On ne peut pas se lancer comme ça. Il y a souvent des appels à projets. Il peut y avoir des dialogues assez serrés avec les politiques ou avec avec les agents. Et quand on a une bonne idée mais qu'on n'a pas réussi à la prouver, bah, c'est pas facile de la lancer directement. Et d'avoir des ressources propres importantes, ça permet de s'autoriser à lancer des choses sans avoir à en référer à aucun partenaire financier. Donc c'est quand même une sorte de marge qui est très utile pour, entre guillemets, innover. Je mets des guillemets à innover parce que je pense que c'est quand même beaucoup des éléments de langage. L'enjeu, c'est surtout de faire des trucs qui vous paraissent pertinents au moment où ils vous paraissent pertinents de les faire, et pas de décaler d'un an ou 2 ans le lancement parce que des financements traînent à arriver. C'est pas le seul moyen de le faire, mais ça donne un peu une marge pour le faire. Et puis le dernier qui est là pour certaines associations en particulier, la question de l'autonomie politique dans le cadre du dialogue avec les institutions publiques. Si vous êtes une association comme Sortir du nucléaire ou une association autour du vélo, que ce soit la Fédération des usagers de la bicyclette ou des associations on va dire adhérentes comme la Villa Vélo à Lyon, bah, vous pouvez avoir un enjeu à avoir tout ou partie de vos ressources qui soient tout à fait autonomes du dialogue avec les financeurs, idéalement toutes, parfois avec des compromis, au moins une bonne partie, de sorte que vous restez complètement libre dans ce dialogue. C'est pas le cas de toutes les associations, on n'a pas forcément besoin de cette liberté, mais les associations notamment qui portent un plaidoyer ou qui défendent une cause où ils sont en confrontation directe avec les institutions publiques et ou des écosystèmes d'entreprise ont besoin d'avoir des ressources autonomes pour ne pas perdre de leur liberté de parole. Maintenant, on plonge une fois qu'on s'est dit un peu les enjeux, les intérêts, on plonge dans le cadre légal du don. Le cadre légal du don, c'est d'abord 3 types de dons qu'il faut avoir en tête, en fait, qui ont le même principe. Donc, quand on va parler des défiscalisations, elles sont valables pour les 3 au même niveau. Donc, en fait, pour l'administration fiscale, il n'y a pas de différence pour l'administration globalement publique, il n'y a pas de différence entre les 3 radicalement, c'est leur forme qui diffère. Le premier, c'est le don financier. Donc, ils vont être des dons monétaires directs, espèces, chèques, virements, prélèvements, carte bancaire. Donc, ça, c'est ce que nous, on va évoquer essentiellement aujourd'hui. Deuxième type de don, le don en temps et en compétences. Donc, c'est le bénévolat dans le cas d'un engagement gratuit tout à fait libre que vous avez envie de porter. Mais c'est aussi du mécénat de compétences que vous pouvez explorer avec un partenaire, une entreprise ou une institution qui va venir donner du temps d'un collaborateur, d'une collaboratrice, d'un agent ou d'une agente qui va se mettre à disposition pendant une journée, parfois c'est pendant un an, d'une association. Donc c'est intéressant à avoir en tête et ça rentre dans le champ du don. Et puis le don en nature. En fait, le don d'objets, ça peut être la mise à disposition d'un local, ça peut être le don d'objets matériels, ça peut être le don d'un site internet qu'on a créé pour vous, ou un service. Ça peut être du conseil juridique, par exemple. Et donc là, ce qui va être potentiellement amené à être défiscalisé, ce n'est pas quand on parle d'un don en nature, ce n'est pas la valeur du temps dédié nécessairement, ça peut être la valeur de la production qui va être évaluée. Donc ça, c'est vous qui aurez le loisir, le bonheur d'évaluer la valeur d'un don en nature en essayant d'être au plus juste pour ne pas poser de problème à l'administration fiscale qui pourrait venir dire attention, là, vous avez évalué ce site à 1 million d'euros, en fait, pour nous, il en vaut 500, donc il y a un problème, vous avez donné un reçu fiscal un petit peu trop élevé. Donc, en général, on s'en sort plutôt bien quand il s'agit d'une table. Dans le cas de certains types d'activités, c'est pas forcément facile. Et donc là, vous pouvez consulter un comptable ou une comptable ou un avocat ou une avocate fiscaliste qui va venir apporter un regard pour essayer de sécuriser la valorisation que vous avez donnée à ce don en nature. Nous, à partir de maintenant, on va quand même essentiellement être centré sur le don financier qui va vous amener des ressources directes pour mener vos actions, payer vos salaires, acheter du matériel utile, etc. Je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'on peut faire avec un peu d'argent. Vous la connaissez aussi. Donc là, on rentre un peu dans le dur du cadre légal, c'est la défiscalisation. Donc là, en théorie, il y a plein de questions qui vont arriver dans le chat que je ne verrai encore une fois pas. La défiscalisation, c'est quoi? C'est combien? Donc d'abord, ça donne droit à une déduction d'impôt de 66% dans le cas d'une personne physique et de 60% dans le cas d'une entreprise. Les deux, il y a une petite faute à personne physique d'ailleurs. Les deux sont tout à fait limités à un volume. Dans le cas d'une personne physique, à son impôt sur le revenu, c'est un pourcentage de son impôt sur le revenu, et dans le cas d'une entreprise, c'est un pourcentage de son chiffre d'affaires.
Sachant que pour des petites entreprises, il faut savoir qu'il y a un seuil de 20 000 euros, ce qui fait que même quand on a un petit chiffre d'affaires, on peut quand même être amené à faire des dons qui sont supérieurs, qui sont défiscalisés, supérieurs au pourcentage qui, lui, peut devenir ridicule. Si vous avez qu'un budget, un chiffre d'affaires de 500 000 euros, bah, en fait, le pourcentage fait très vite tomber la défiscalisation, mais vous avez ces 20 000 euros de seuil, donc qui fait que même les petites entreprises peuvent, si elles le souhaitent, défiscaliser pas mal. Et puis après, les très grandes entreprises, là, elles ont beaucoup de marge quand même, parce que le chiffre d'affaires est assez important. Attention, point de vigilance, premier point de vigilance, on va en avoir deux. La déduction fiscale n'est pas un crédit d'impôt. C'est-à-dire que ça ne fonctionne que si les donateurs sont imposés sur leur revenu pour une personne, sur leur société, donc impôt sur le revenu IR pour les personnes, IS, impôt sur les sociétés pour les entreprises. Et s'il n'y a pas de contreparties qui sont importantes, donc qui vont être estimées à 25% de la valeur du don. Donc moi, par prudence, je vous conseillerais de mettre votre seuil perso à vous un peu en dessous parce que c'est un peu bête de jouer avec les frontières. Mais ça veut dire que concrètement, si par exemple vous prenez un guide Agir à Lyon, qui est un des médias d'Anciela, qui vaut à l'impression à peu près 10 euros et que vous donnez 20 euros, et ben vous ne pourrez pas défiscaliser. Par contre, si vous donnez 100 euros, vous pourrez défiscaliser. Donc c'est parce que là, vous ferez un don à Antiela et en contrepartie, vous aurez un guide qui a une certaine valeur. Donc suivant vos stratégies de don, notamment si vous aimez bien faire des financements participatifs avec des contreparties, il faut être très vigilant puisque du coup, faut pas dépasser ces 25%. Bon, il faut être très vigilant avec évidemment en tête que l'administration fiscale ne va pas vous tomber dessus si vous générez 2 000 ou 3 000 euros de dons. Donc c'est si vous avez une stratégie, pour pas vous mettre en panique là et commencer à vous dire j'ai fait une bêtise non, c'est si vous avez des volumes importants que ça commence à être très important d'être vigilant. Ça c'est la règle, il faut essayer de la respecter. On détaillera pas ensuite sur les crowdfunding, mais les contreparties sont pas du tout obligatoires sur les financements participatifs. C'est quelque chose qui a été fait à une époque des crowdfunding qui étaient très centrés sur des produits culturels. Dans le cas où vous avez une association ou des actions, ça peut être que des contreparties symboliques qui n'ont pas de valeur monétaire. En tout cas, ayez en tête ce principe-là et moi je vous le dirais, c'est presque dans une logique d'éducation populaire. Si vous indiquez des déductions fiscales dans vos différents outils de communication, n'hésitez pas à préciser que c'est pour les personnes qui paient des impôts. Parce que ça permet de rappeler aux lecteurs et lectrices de votre campagne que c'est une personne qui donne et qui paie des impôts aura le droit de donner plus qu'une personne qui ne paie pas d'impôts et qui verra son don intégralement impacté sur son revenu. Deuxième point à avoir en tête, le bon à savoir, c'est que la défiscalisation n'est pas obligatoire pour percevoir des dons pour une association. Vous pouvez tout à fait percevoir des dons, simplement vous ne les défiscaliserez pas. Donc il faudra le dire à vos donateurs et donatrices. Si vous êtes sur Helloasso, il faudra penser à décocher la petite case qui fait que automatiquement vous émettez des reçus fiscaux. Mais c'est tout à fait possible de percevoir des dons quand une entreprise, par exemple, se lance, une épicerie et fait un financement participatif, elle ne défiscalise pas. Donc c'est important, ça ne doit pas vous freiner, même si de facto, c'est la slide d'après, c'est intéressant d'avoir la défiscalisation pour deux raisons. Donc quand vous pouvez défiscaliser, il faut le faire, évidemment. Les deux raisons de la défiscalisation, pourquoi c'est utile. Le premier, en fait, qui n'est pas une raison matérielle, c'est la confiance. C'est qu'en fait, si les personnes, vous leur dites que vous pouvez défiscaliser, même si elles ne le feraient pas, ou elles n'y penseraient pas, elles oublieraient. Moi, je fais régulièrement des dons, j'ai un tout petit impôt sur le revenu, mais mais j'y pense même plus, quoi. Je me dis, bah non, mais c'était bien, j'ai donné, voilà. Donc il y a plein de gens en fait qui ne défiscalisent pas des dons qu'ils pourraient défiscaliser parce que simplement ils y pensent pas ou parce que ça leur paraît pas plus intéressant que ça de le faire. Mais par contre, ils vont quand même se dire, ah bah si écrit que on peut défiscaliser, c'est que c'est bien une association d'intérêt général. Donc ça me rassure. Alors, cette confiance, elle peut exister de plein d'autres manières, on en parlera après. La plupart de vos donateurs, si vous avez des associations locales, c'est des donateurs et donatrices qui vous connaissent. Donc la confiance, elle est déjà acquise. Faut pas paniquer. Donc c'est notamment vrai si vous avez des stratégies qui visent à aller chercher des donateurs et donatrices qui vous ne connaissent pas et là qui vont compter, qui vont dire mais attends, est-ce que c'est vraiment une bonne association cette association et là, ça sera important d'avoir la défiscalisation pour les rassurer. Deuxième enjeu qui lui est très matériel, c'est que concrètement, si les personnes comptent vraiment défiscaliser, elles peuvent multiplier par 3 leur potentiel de don, puisque le don ne leur coûtera effectivement que 33% de ce qu'elles vous ont donné. Donc vous aurez cette phrase, si vous donnez 100 euros, ça ne vous coûtera que 33, ou si vous donnez 300 euros, ça ne vous coûtera que 100, suivant à quel point vous avez envie d'encourager les donateurs et donatrices à vous donner.
Bon à savoir. Là, j'imagine qu'il y aura des questions qui vont arriver dans le chat et auxquelles on répondra après. La demande d'un rescrit fiscal n'est pas du tout une obligation. En fait, la loi française est très libérale. Elle autorise les associations à se considérer comme d'intérêt général. En fait, la notion d'intérêt général n'est déterminée par personne. Chaque acteur s'autorise à dire je suis d'intérêt général. Par contre, dans le cas de la défiscalisation, a posteriori, dans le cas d'un contrôle, l'administration fiscale peut dire vous êtes considéré d'intérêt général, mais de mon point de vue, vous n'êtes pas d'intérêt général et de fait, la défiscalisation à laquelle vous avez opéré n'est pas du tout adaptée. Donc il faut qu'il y ait un contrôle de l'administration fiscale dans ce sens. Dans ce cadre-là, si vous voulez vous rassurer, vous pouvez émettre un rescrit fiscal. Le rescrit fiscal, en fait, c'est une question que vous posez à l'administration fiscale pour lui dire, là, dans le cadre de ma stratégie de dons, je vais percevoir des dons, est-ce que je suis d'intérêt général ou non? Et donc, le rescrit, c'est un exercice qui est assez compliqué. Donc, par exemple, si vous êtes une toute jeune asso avec un tout petit volume d'activité, ça sera un exercice même qui est vraiment très, très pénible et potentiellement pas du tout ajusté à votre enjeu. Donc le moment où moi j'encourage à faire un rescrit fiscal, c'est quand vous commencez à vous dire là il y a un volume de dons qui est important et ça commence à constituer un risque pour mon association de ne pas être sûr à 100%. Et d'autre part, quand vous pouvez vous dire je ne suis pas sûr à 100%. C'est-à-dire que vous êtes une association de solidarité qui distribue des repas à des personnes sans abri, issus de collectes en Biocoop ou dans des magasins bio. Concrètement, ne vous posez pas la question. Vous êtes vraiment d'intérêt général, il n'y a pas du tout de sujet et d'enjeu. Par contre, vous êtes un tiers-lieu qui fait du coworking avec des activités, on va dire, d'accueil de public ponctuellement. Là, vous pouvez vous dire, est-ce que finalement je suis une activité d'intérêt général par rapport à l'administration fiscale ou pas? Donc, vous regardez sur les sites institutionnels, ils sont extrêmement bien faits, ils sont extrêmement clairs. Le point de vigilance que je pourrais vous donner, c'est les assos de convivialité. La convivialité n'entre pas dans le champ de l'intérêt général pour l'administration fiscale. Il faut que ce soit de la solidarité, il faut que ce soit la préservation des ressources naturelles, l'éducation, la science, la recherche médicale. Donc il y a un certain nombre d'items qui sont identifiés. Il n'y a pas la convivialité, je le dis parce que c'est assez souvent que les associations qui ont des pratiques de convivialité pensent qu'elles rentrent dans l'intérêt général, alors qu'en fait, non, pas pour l'administration fiscale. Par contre, elles peuvent tout à fait rentrer dans l'intérêt général pour la ville, pour le département, pour l'État, en tant qu'État qui va verser des subventions, ou pour les bénévoles qui s'y engagent. Il faut vraiment en tête que la question d'intérêt général n'est pas une question qui se tranche, ça n'est ni un agrément, ni une reconnaissance que va vous donner l'administration fiscale, c'est une réponse à votre question, réponse dans laquelle il sera bien précisé que c'est au regard des éléments que vous leur avez transmis à un instant donné. Si vous avez écrit des bêtises consciemment ou inconsciemment dans votre script, eh ben, ça ne changera rien le jour de votre inspection. Par contre, là où il y a un petit point qui pose la question de quand vous faites le rescrit, c'est que si vous envoyez une question à l'administration fiscale, mais que vous mettez très mal les éléments, comme le cas d'un certain nombre d'associations qui écrivent mal les éléments sur leur demande, et que l'administration vous dit bah non, bah regardez ce que vous m'avez dit, c'est non, bah vous êtes un peu embêté parce que là, effectivement, vous avez mal instruit votre demande, donc vous avez une réponse négative, mais vous ne pouvez vraiment plus vous amuser à défiscaliser à ce moment-là parce que vous êtes de mauvaise foi si vous le faites. Donc le moment où vous choisissez de faire un rescrit, c'est vraiment pour vous rassurer et que vous vous donnez vraiment les moyens de bien le faire, parce que mal fait, c'est pire que pas fait. Si vous êtes une association qui a priori coche toutes les cases. Encore une fois, c'est à votre libre interprétation, à vous, si vous êtes directeur, directrice, équipe salariée ou président, présidente, conseil d'administration. Bah en fait, c'est un choix que vous allez devoir être amené à faire. Est-ce que vous posez la question ou pas et est-ce que vous tirez les conclusions de la réponse? Mais c'est un exercice, si vous décidez de le faire, je vous conseillerais toujours d'être au moins un peu accompagné pour non pas raconter des bêtises, mais au contraire ne pas raconter de bêtises. Et si vous devez avoir une réponse négative parce que c'est pas bon, vaut mieux le savoir. Mais ce qui est dommage, c'est d'avoir une réponse négative alors qu'en fait c'est bon. C'est juste que vous avez mal répondu aux questions du rescrit. Donc s'il y a d'autres questions qui sont apparues dans le chat, j'y répondrai ou Marion qui doit avoir aussi des éléments en tête on pourra y répondre au fur et à mesure. Donc on bascule dans qu'est-ce qu'une stratégie de don pour une association qui n'est pas une immense association comme, on va dire, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, ou d'autres associations, l'UNICEF, qu'on peut voir passer qu'on peut voir dans la rue, qu'on peut voir passer un peu partout sur les réseaux sociaux, qui font des pubs pleine page dans des magazines. Voilà, on est une association un peu normale. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de don pour nous? Et donc, on va commencer à se plonger dans le dur du sujet. Cette stratégie de don, on va commencer par distinguer 3 types de dons. Le don régulier, qui est le don que vont vous faire des personnes individuellement,
mais de manière régulière, c'est-à-dire tous les mois, tous les 3 mois. Alors idéalement tous les mois. En soi, ça pourrait être tous les jours, ça ferait vraiment exploser votre banque et vos crédits et vos dépenses en frais bancaires. Donc c'est généralement tous les mois qui va venir vous donner 5, 10, 20, 50, 100 euros par mois. Et qui va être extrêmement important dans une stratégie dont ça va être le plus important parce qu'en fait c'est ce qui va vous sécuriser, c'est ce qui va vous offrir de la stabilité, ce qui va vous offrir de la vision, puisque vous n'aurez pas à aller les chercher tous les mois pour qu'ils vous donnent 10 euros, 20 euros, c'est que tous les mois ça sera donné. Et en pratique c'est très rare que quelqu'un se désengage d'un don, puisqu'en fait ça demande un effort, c'est un acte qui du coup est un acte négatif, ça veut dire que tu décides d'arrêter d'aider une asso quand on a besoin. Donc ça veut que toi-même, tu es dans une situation qui le justifie ou que tu veux prioriser une autre cause qui te tient à cœur. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a une symbolique forte. Et donc, on a très peu de désengagement sur des dons réguliers. À la différence des dons ponctuels, qu'on évoquera juste après, qui du coup nécessitent des campagnes qui sont assez énergivores, assez coûteuses en énergie humaine et parfois même en argent. Et qui sont toujours incertaines, puisque là, chaque fois, je peux y répondre ou ne pas y répondre. Je ne me sentirais pas coupable de ne pas répondre à une demande à la même hauteur que de devoir me désengager d'un engagement que j'ai pris financier. Par ailleurs, je peux aussi juste passer à côté de la campagne, tout simplement parce que j'ai pas vu passer sur les réseaux sociaux, j'ai pas regardé la newsletter qui en parlait, et donc en fait, c'est beaucoup plus fragile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de dons ponctuels, on va en parler. L'enjeu, ça sera d'articuler les deux. Mais si vous avez une stratégie de don pour votre modèle économique, il n'y a pas 36 réponses à la question, c'est le don régulier, votre priorité. C'est la seule et unique réponse parce que si votre but, c'est que dans la durée, vous ayez un financement par le don de vos associations, il faut que le don régulier soit au centre de votre stratégie. Donc, il faut mettre en place les outils pour le permettre. Et donc, soit vous avez des prélèvements bancaires, soit vous avez des outils comme Helloasso qui le proposent. Et ensuite, déployer une stratégie pour l'obtenir. Les dons ponctuels sont très importants parce qu'en fait, ils vont, de toute façon, si vous avez une stratégie de dons réguliers, vous allez quand même aller mobiliser des dons ponctuels pour les personnes qui ne vont pas faire des dons réguliers. Ça, vous pouvez avoir 3 logiques sur les dons ponctuels. Une logique de campagne dédiée, c'est-à-dire que par exemple, à la fin de l'année, nous c'est le cas, si là j'en reparlerai dans mon exemple, vous allez lancer une campagne qui va permettre de dire on est à la fin de l'année, beau bilan, on a fait ça, 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 ça. L'année prochaine, on se projette dans plein d'autres actions, trop chouette, faites-nous un don. Donc beaucoup d'assos le font et c'est souvent en décembre que cette campagne a lieu pour les dons ponctuels. Nous, en Anciela, on en fait 2. Une pour les dons ponctuels plutôt autour de décembre et une pour les dons réguliers plutôt autour de mai, sachant qu'en mai, on autorise aussi les dons ponctuels évidemment, mais on essaye au maximum de potentialiser les dons réguliers. Deuxième logique de dons ponctuels, c'est quand vous avez un projet spécifique. Et donc là, c'est les logiques de financement participatif. Vous lancez, par exemple, bientôt, Anciela lancera son nouveau guide Agir à Lyon. Et à ce moment-là, on lancera une campagne de dons pour le cofinancer. Et donc, c'est qu'on profite d'un projet assez attractif, assez chouette, assez désirable, que les gens comprennent, assez appropriable. On se dit, c'est un objet clair pour aller greffer dessus du don ponctuel et ensuite essayer de transformer ces donateurs ponctuels en donateurs réguliers. Troisième logique, c'est des dons liés à un acte. Donc, par exemple, quand les gens s'inscrivent à un événement, vous organisez un festival, vous organisez une conférence, vous faites une inscription et vous pouvez, même si l'inscription est gratuite, mettre, notamment si vous le faites sur Helloasso, mettre la possibilité de faire des dons. Et parfois, même si vous ne leur demandez pas, nous, c'est arrivé à l'Institut, alors qu'on n'a vraiment pas du tout de logique à recevoir des dons, parce que simplement les personnes voient que c'était sur Helloasso et voient qu'ils peuvent s'inscrire et faire un petit don. Donc, on se retrouvait avec 100 euros de dons pour un webinaire qui n'avait pas de raison d'être sujet au don. Donc là, en plus, vous pouvez le potentialiser avec un petit message qui dit pour que cet événement ait lieu, pour que cette conférence ait lieu, on a besoin de dons, blablabla. Et donc, vous rappelez que votre association, elle vit grâce aux dons. Et donc, vous faites ce travail un peu de création d'une culture de vos publics, de vos communautés, à ce que le don soit une norme. Ça peut être aussi dans le cas d'une adhésion, notamment Helloasso le propose aussi. Vous faites vos adhésions sur Helloasso, paf, j'ajoute un don. Et c'est pas mal pour potentialiser une petite adhésion. Il y a 2 options, soit vous faites une adhésion à prix libre et les gens font ce qu'ils veulent, et nous on a ça, mais les gens peuvent faire une adhésion à prix libre, plus ils font un don à côté, et ils ont envie de les séparer. Là où c'est intéressant de séparer adhésion et don, c'est si les adhésions donnent droit à des services, et que du coup, là, elles sont pas défiscalisables. Une adhésion, en fait, il faut savoir qu'elle est défiscalisable si elle donne droit à aucun service. Donc si vous adhérez à Anciela, par exemple, vous avez droit à rien à part nous aider, et donc votre adhésion peut être défiscalisée. Par contre, si vous adhérez à un atelier d'autoréparation, vélo par exemple ou électronique, on peut supposer que ça donne droit à un accès et donc là l'adhésion en théorie elle n'est pas défiscalisable si elle représente à peu près le coût d'usage du lieu.
Donc, comme je disais, attention, la stratégie de don, si on a une stratégie de don régulier, il faudra bien travailler ce lien entre don ponctuel et don régulier. On en parlera un petit peu après. Dernier point, c'est le mécénat que j'ai mis là, parce qu'en fait, du coup, il y a une part du mécénat qu'on va traiter en même temps qu'on parle du don. C'est le mécénat qu'on va appeler spontané, qui est le deuxième dans la liste. C'est celui qui est lié à vos réseaux dans le monde des entreprises. Et vous avez, nous, régulièrement, en Anciela, on a des donateurs qui sont soit les salariés ont voté pour nous et l'entreprise nous fait un don, soit le patron ou la patronne de l'entreprise se dit ah, j'adore Anciela, je fais un don. Et donc, c'est des gens qui nous aiment au même titre que les donateurs et donatrices particulières, individuelles. Donc, c'est ce mécénat-là, en fait, on peut complètement, tout ce que je vais dire aujourd'hui va rentrer complètement dedans. Il n'y a pas de différence puisqu'on se parle à des personnes qui vont aller mobiliser, et je pense que Hélène en parlera côté Lilo, vont aller mobiliser en fait leur entreprise pour essayer de faire augmenter leur potentiel de don. Le don structuré, le mécénat structuré, là pour le coup on va le voir vendredi, pas de cette semaine mais de la semaine prochaine, quand on parlera des fondations, puisque c'est les fondations et fonds de dotation qui gèrent en fait un mécénat d'entreprise et qui vont redistribuer. Mais là en fait la logique ne va pas du tout être dans une stratégie de don. Ça va vraiment être dans une stratégie d'appel à projet, de dialogue qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on vit avec les institutions publiques que ce qu'on vit avec les donateurs et donatrices. Donc en fait, le mécénat, il ne faut pas le prendre comme une boîte en soi. Il faut vraiment séparer les deux morceaux. Le mécénat structuré, c'est les fondations et c'est quasiment comme des collectivités territoriales en mode de dialogue. Et les entreprises, les salariés qui ont envie de mobiliser leur boîte, et ben ça, du coup, c'est beaucoup plus comme ça rentrera dans nos stratégies de dons et on peut complètement aller chercher des entreprises locales dans une logique de mécénat, mais qui se rapprocherait de la même manière qu'on irait chercher des donateurs qui ont un peu d'argent, parce que dans nos communautés, on a des gens qui ont un peu d'argent et du coup, on irait leur parler en particulier et ils nous diraient ah bah trop bien, bah, je te donne 10 000 euros. Super. Ça n'est pas arrivé là, mais si ça arrive, tant mieux. Du coup, attention à un point quand même sur le mécénat, je le rappelle souvent, les entreprises ne sont pas riches. Les citoyens sont beaucoup plus riches que les entreprises en réalité, elles ont beaucoup plus de marge de manœuvre. C'est juste qu'une entreprise, bah, comme elle est grosse, on a l'impression qu'elle a plus d'argent. En fait, l'entreprise, elle sera souvent liée à des logiques stratégiques par rapport à leur business. Donc, si vous pouvez faire en sorte que bah, si elles vous font du mécénat, elles ont un avantage pour leur business, bah, ça sera très chouette. Soit c'est des stratégies coup de cœur ponctuelles qu'on retrouve avec les donateurs et donatrices. Mais en fait, faut pas imaginer une mine d'or quand on s'intéresse aux entreprises. C'est une cible à aller chercher, mais elle a aussi ses propres contraintes et elle est pour le coup beaucoup plus stratégique, donc beaucoup plus vulnérable. S'il y a une crise, elle va beaucoup plus être amenée à réduire sa stratégie de don qu'un particulier qui est beaucoup plus résilient en fait qu'une entreprise. Ça paraît un peu paradoxal, mais il faut vraiment l'avoir en tête. Il faut sortir du mythe des entreprises sont très riches. Elles ont des sous, mais elles utilisent surtout leurs sous pour développer leurs activités et pour tenir, puisque elles sont confrontées à des crises beaucoup plus régulières que les particuliers. Donc là, on entre dans le dur de la stratégie en elle-même, de ce que je vous disais. On a votre association au milieu, votre stratégie de don ponctuel qui est la plus facile à déployer, liée à vos actes, à vos projets, à vos campagnes que vous allez lancer. L'intérêt, c'est que ces dons-là vont générer en fait deux choses. Donc c'est un coup de pouce, c'est une aide immédiate, utile, mais ponctuelle. Elle va générer d'un côté un lien de confiance, parce que si vous en donnez une fois, c'est qu'ils vous font un petit peu confiance, ils vous découvrent, ils vous connaissent, ils se rendent compte que le don a une importance pour vous. Et en même temps, pour vous, ça va générer des données utilisables. Donc quand vous avez des dons, vous avez intérêt à capter le maximum de données. Alors, dans le respect évidemment du RGPD, du règlement de protection des données. Si vous pouvez avoir leur adresse physique et leur numéro de téléphone, même si vous ne les utilisez pas tout de suite, ça vous autorise un jour à les utiliser si vous ont donné leur consentement, si vous avez mis les bonnes indications pour qu'ils puissent ne pas vous le donner s'ils ne veulent pas vous donner le numéro de téléphone. Je vous encouragerai jamais à mettre le numéro de téléphone obligatoire, par exemple, mais à le rendre optionnel, ce qui vous permet à un moment donné, potentiellement, de passer sur du phoning, ce qui est vraiment, nous on ne l'a pas fait en Anciela et je continue à soulever des regards particulièrement angoissés à chaque fois que je lance l'idée de peut-être un jour on le fera, parce que c'est évidemment plus difficile que d'envoyer un mail et plus difficile que d'envoyer un courrier. À Anciela, on a envoyé notre premier courrier à nos donateurs ponctuels pour qu'ils deviennent donateurs réguliers. Ça a marché. Ça a eu un effet. Et donc, en fait, l'enjeu pour vous, ça va être du coup de pouvoir générer du don régulier, soit dans le cadre d'une campagne. Donc, nous, c'est en mai côté Anciela. Et donc, cette campagne-là, elle va pouvoir passer par des mails aux donateurs ponctuels. Vous avez fait un don ponctuel, trop chouette. Est-ce que vous ne pourriez pas faire un don régulier parce qu'on en a vraiment besoin? Comme entre-temps, ils ont continué à vous regarder davantage, à vous observer. Ils se disent, bah ouais, carrément, elle est chouette cette asso. Je passe au don régulier maintenant que j'ai cette habitude du don. Et donc, c'est une stratégie vraiment de campagne. Mais ça peut être aussi une stratégie de message ciblé. À un moment donné, n'importe quand dans l'année, vous décidez de passer un coup de fil à tous les donateurs ponctuels pour dire, voilà,
on est en train de lancer une stratégie de dons réguliers, on aurait besoin de dons réguliers, est-ce que toi, ça te dirait de nous aider et est-ce que tu as des questions? Et donc, c'est quelque chose qui est possible. Il faut vraiment avoir en tête que le téléphone, c'est un rapport très culturel et générationnel. Les publics plutôt jeunes ont tendance à être très hostiles au téléphone. Les publics plutôt âgés ont tendance à y être plutôt, on va dire, accessibles. On va plutôt accepter cet outil-là, en tout cas utiliser régulièrement leur téléphone. Donc c'est vous qui pouvez évaluer aussi au regard des habitudes de votre commune, de vos communautés, si ça vaut la peine d'y aller. La lettre, à mon avis, elle coûte un peu d'argent, mais elle peut valoir la peine à partir du moment où vous avez vraiment une stratégie assez forte. Et là, c'est pareil, c'est un message ciblé. Donc, vous pouvez vraiment aller chercher les gens quand vous voulez pour leur dire de donner. Je crois qu'il y a des gens de la LPO, il y a Ox déjà, qui sont là. Si la personne, s'il m'entend, parce que du coup, le micro n'avait pas l'air de marcher. Mais du coup, la LPO a une stratégie assez poussée au niveau national en tant qu'adhérent et donateur. On reçoit régulièrement des messages. Donc, c'est un peu beaucoup, mais en même temps, c'est ce qui fait que ça marche aussi. Et pour moi, c'est un bon modèle à regarder d'articulation entre dons ponctuels et dons réguliers dans une association qui a une dimension nationale, mais qui est aussi très ancrée dans le terrain et qui bénéficie pas d'une visibilité médiatique comparable à Greenpeace ou à Médecins sans frontières. Donc c'est vraiment ça la stratégie, l'architecture, c'est vous avez des campagnes ponctuelles potentiellement, des moments où vous captez du don, des projets qui attirent. Faut, à chaque fois que vous pouvez de toute façon aller demander du don, faut le demander. Et en même temps que vous captez l'argent, captez de la donnée qui vous permet d'aller chercher les gens dans un second temps pour leur proposer de devenir donateurs réguliers de manière souple et bienveillante. Évidemment, vous gagnez absolument rien à harceler les gens ou avoir une attitude agressive, puisqu'en fait, c'est vos communautés, c'est aussi potentiellement des gens qui font du bénévolat, qui partagent, qui vous aiment, qui vous suivent. Donc, faut pas perdre leur confiance et il faut trouver le bon équilibre. L'agressivité dans des associations de nos natures, elle a vraiment pas de vertu, quoi. C'est pas du tout adapté. Donc, soyez bien avec ce que vous allez faire, c'est mon conseil. Si vous vous sentez pas à l'aise d'y aller, prenez le temps d'y réfléchir, faites première étape. Et si un jour vous avez envie de faire du phoning, vous avez vraiment appelé les gens, bah, soyez déterminé de le faire et OK pour le faire parce que si vous vous sentez pas du tout à l'aise, ça va être dur pour vous, pour votre équipe, pour vos bénévoles qui le feront et ça sera pas agréable pour personne. Donc vraiment, faut le faire au moment où on le sent, quoi. L'exemple d'Anciela, ça sera pratiquement ma conclusion avant de donner la parole du coup à Marion, Hélène et Marielle, pour que vous ayez en tête ce que ça peut signifier une stratégie de don sur une dizaine d'années. Donc j'ai malheureusement les chiffres que sur 6 ans, puisqu'avant on était un peu bordélique et avant l'arrivée d'Emeline, notre coordinatrice administrative et financière, nos chiffres étaient pas forcément très stabilisés, donc les chiffres sont sur 6 ans. Mais ça vous donne une idée aujourd'hui de ce qu'est la dimension d'Anciela. Donc c'est vrai que je me suis pas vraiment beaucoup présenté, j'ai présenté l'Institut, mais je suis aussi président d'Anciela. 8 personnes permanentes, 3 alternants alternantes, 200 bénévoles, 3 démarches, 3 médias, un guide, un magazine, un site, tout sur la région lyonnaise. On ne dépasse pas la grande région lyonnaise, hein, on dépasse largement la métropole, mais pas la grande région lyonnaise. Donc, si vous êtes dans le sud de l'Ain, vous pouvez tout à fait venir nous voir. On sera ravis de vous accueillir. Enfin, en tout cas, si vous êtes prêt à venir nous voir, on vous accueillera toujours avec plaisir. Mais on se projette pas très loin. Alors que l'Institut de Transition, donc organisateur de ce webinaire, on a plutôt une dimension de la grande région et on a des gens qui viennent de Lille, de Marseille, de Toulouse, de Paris pour nos formations. Donc, c'est pas du tout les mêmes dimensions. Donc, Ancilla, c'est vraiment centré sur la région lyonnaise, avec à peu près les communautés que je vous donnais, 2000 personnes touchées chaque année, 15 000 personnes qui nous suivent, 300 initiatives accompagnées, 700 abonnés. Donc, ça fait des communautés. Je vous présente plusieurs types de communautés qu'on va pouvoir aller saisir dans nos stratégies de dons. Et une campagne chaque année en mai, plus une campagne de fin d'année, une commission de fin d'année sur les dons ponctuels. Un rappel assez fort du sens des dons dans le modèle économique pour dire, en fait, les dons, c'est important. C'est au cœur de notre autonomie, c'est au cœur de notre développement. Donc, on a vraiment une approche pédagogique pour expliquer aux gens pourquoi le don, c'est pour nous soutenir dans notre développement et pas parce qu'on est dans la panade. Le don en 2024, c'était à peu près 50 000 euros, soit à peu près 10% de notre budget. Ça vous donne un pourcentage intéressant. Ça veut dire qu'on n'est pas à 50%, mais ça veut dire qu'on n'est pas à 3% non plus. On essaye, notre objectif un jour, ça serait 50%, mais vu qu'on se développe en parallèle, bah, la barre grandit plus vite que parfois la ressource. Ça vous donne un peu la temporalité pour que vous voyez les effets d'accélération. On est passé de 14 000 à 50 000 en 6 ans, avec des temps forts autour des dons ponctuels, le contexte sanitaire en 2020, où on a eu beaucoup de dons pour nous soutenir, parce qu'on avait, comme beaucoup d'associations, une difficulté particulière sur cette période-là.
Un changement en 2021 qui est important à vous partager, c'est on a changé de stratégie. On est passé de dire on vise X 1000 euros dans notre campagne de mai. Notre stratégie, c'est d'aller chercher X donateurs réguliers, 200 donateurs réguliers. Et donc, on voit une explosion, en fait, du nombre de donateurs réguliers parce que là, on a martelé non plus un volume, mais un nombre de donateurs réguliers et on passe de 15 000 à 23 000, ce qui va se stabiliser les années suivantes avec un petit rebond sur 2024. Mais donc, ça veut dire qu'on a fait switcher, on a fait basculer beaucoup de donateurs ponctuels en donateurs réguliers en leur disant, en fait, notre vrai enjeu, c'est d'avoir des donateurs réguliers, pas d'avoir de l'argent uniquement. Et donc, on voit la croissance et puis on a une forte hausse sur 2024 puisqu'on a profité du contexte, enfin profité, pas vraiment profité, mais on a saisi l'opportunité du contexte budgétaire et politique pour dire voilà, là la situation elle est critique pour nous, on a besoin d'aide et donc ça nous a permis de finir l'année à l'équilibre. Et ça c'est assez intéressant parce que ces deux éléments, l'effet de soutien et lié au contexte sanitaire et l'effet de soutien lié au contexte politique et budgétaire, bah en fait c'est des événements qui étaient liés, qui était extérieur à notre bonne gestion. Et donc, c'est pas parce qu'on a été mauvais, c'est parce que la situation est difficile. Et ça sera important. On en parlera juste après dans les messages qu'on va utiliser pour mobiliser des donateurs. Le message où on dit au secours, on est en difficulté, on peut pas le sortir tous les ans, sauf s'il y a évidemment un contexte extérieur. Mais on peut pas être une asso qui galérons tous les ans. À un moment donné, on perdra la confiance de nos donateurs. Donc, on a d'autres messages qu'on peut faire passer, mais celui de alerte au secours, celui-là, il peut pas être utilisé tout le temps. C'est l'image de l'enfant qui crie au loup. À un moment, on n'y croit plus, quoi. Donc, quelques conseils pour terminer quand on mène une campagne. Donc là, on n'est plus dans la stratégie. C'est important de distinguer la stratégie qui s'inscrit sur potentiellement 10 ans de la campagne qui est un événement de 2-3 semaines, un mois pour générer des dons. Parce que si vous pensez qu'à la campagne, bah, vous perdez la vision globale. Et donc, quand moi, je fais de la formation sur la stratégie de dons, je vais vraiment poser quelles sont les campagnes que vous prévoyez, mais aussi quelle est votre stratégie et vos objectifs sur 10 ans et quels sont tous les autres moments que les campagnes où vous allez pouvoir poser des indicateurs pour que les gens vous fassent des dons. Donc, première question qui se pose quand on fait une campagne, qu'est-ce que vous allez mettre comme objet de promotion? 3 grandes options. Soit vous allez promouvoir votre association dans son ensemble. Donc, souvent, ça va correspondre à la publication d'un rapport d'activité ou d'un bilan pour dire voilà tout ce qu'on a fait, voilà tout ce qu'on pourrait faire, faites-nous un don. Et donc, ça, c'est la première option qui est la plus courante, mais qui en fait est plutôt je dirais, c'est la plus utile pour inscrire le don dans la durée, mais la moins désirable pour un don spontané. Parce que le message n'est pas très fort, en fait. Il est moins fort. Mais il est intéressant de l'avoir malgré tout. Nous, par exemple, c'est ce qu'on a à côté Antiella sur nos campagnes de mai, parce que le but, c'est de pédagogiquement faire comprendre que le don, c'est important globalement pour notre association, et pas parce qu'on a une super action là en ce moment. Deuxième logique, c'est de choisir une action porteuse d'intérêt et d'engagement pour vos publics. Donc là, on est vraiment dans l'idée de choisir une action remarquable. Donc là, j'ai pris 2 exemples d'Antiella. La pépinière a besoin de vous, qui est notre action la plus remarquable, ou quantifiable. Si vous faites 100 dons, vous avez 10 initiatives accompagnées. Bon, là, c'est complètement faux, hein. Vous faites 100 dons, je ne suis pas du tout capable de mesurer la valeur d'une initiative accompagnée en volume de temps pour nous. Mais c'est pour vous donner un exemple. Il y a des associations pour lesquelles ce sera beaucoup plus facile. Vous dites 10 euros égale un panier pour un étudiant, ça sera beaucoup plus simple que pour nous sur la pépinière. Donc, c'est là une stratégie où vous voulez vraiment rendre visible l'action. Vous la connaissez, je pense, parce que vous avez sans doute reçu des communications, par exemple, de l'UNICEF qui vous dit pour 100 euros de don, on a telle action qui peut être menée auprès de tant d'enfants. Et puis la dernière logique, c'est le message clé, c'est de dire finalement c'est votre association dans son ensemble que vous allez promouvoir, mais plutôt que de dire notre association, vous allez choisir un slogan, un axe, un discours sur un objet qui est fortement amené à attirer des dons. Donc là, je donne 2 exemples, un général et un spécifique. Vous êtes une association de solidarité, ensemble, luttons contre toutes les exclusions. Et là, vous générez du don autour du mot exclusion qui est très important. C'est un combat général parce que là, du coup, vous exprimez l'idée de lutter contre, pas que vous allez y arriver forcément. Deuxième option, avec vous, finissons-en à la chasse à la glu. Donc mode de chasse particulièrement détestable qui peut qui crée beaucoup de souffrance animale et atteinte à la biodiversité. Et là, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'atteindre, on peut espérer qu'on en finisse vraiment. Et donc, vous allez faire un don spécifique à une association naturaliste pour lutter contre la chasse à la glu. Et donc, c'est ça qui va m'amener à donner. Vous pouvez jouer les deux en même temps, hein, la LPO, modèle en matière de stratégie de don, fait les deux. Après, le risque, si votre communauté est très étendue, ça marche à peu près. Si vous avez une communauté un peu petite, ça leur fait quand même beaucoup de messages à digérer. Donc, faut avoir en tête que la bande passante don ne doit pas non plus venir déborder toutes vos communications.
parce que vous avez aussi des actions à mener et des gens à mobiliser sur des actions de terrain réelles. Donc c'est plutôt un choix à faire quand même, en tout cas d'année en année, entre un message général ou un message spécifique, si vous avez la possibilité d'avoir des messages spécifiques, puisque c'est pas le cas de toutes les assos. Le point qui est extrêmement important, c'est les cercles à mobiliser. Une campagne de dons, elle marche que parce que vous faites cet exercice de faire des cercles. Faire des cercles, c'est, là je vous ai fait, d'ailleurs maintenant que j'y pense, je le ferai plus comme ça, je vous ai fait des cercles concentriques, mais ça peut être aussi des archipels. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez vous poser avec toute votre équipe et dire qui sont les gens à qui on peut écrire par cercle. Cercle, ça veut dire j'écris aux adhérents en tant qu'adhérents. J'écris aux personnes qui sont venues dans mon lieu pour agir, pour boire un coup, pour donc on pourrait dire les bénéficiaires usagers dans un cercle. J'écris aux gens qui nous ont déjà donné dans un cercle. J'écris sur les réseaux sociaux à ceux qui me suivent dans un cercle. J'écris aux personnes qui suivent ma newsletter dans un cercle. Donc en gros, les cercles se définissent par les gens à qui vous pouvez envoyer un message qui vont se dire c'est normal que je le reçoive. Bonjour, je vous écris car vous êtes donateur, donatrice, blablabla. Du coup, oui, c'est vrai que je suis donateur, donatrice. Et si je reçois un autre message qui me dit je vous écris parce que vous êtes venu boire un coup dans notre bar associatif, je dis oui, c'est vrai que je suis venu boire un coup dans un bar. Donc en fait, si je le reçois 3 fois, même si je le reçois à peu près en même temps, c'est pas grave parce que je sais que je le reçois pas parce qu'on me spamme. Je le reçois parce que je suis dans 3 cercles différents. Mais ça doit être bien écrit pour que la personne ne se sente pas évidemment spammée. Mais il ne faut pas avoir peur de spammer un petit peu les gens quand même. Hein. Si vous avez peur de déranger les gens, la stratégie de don va être compliquée. Il faut juste trouver la manière de les déranger qui font que quand ils réfléchissent, ils disent oui, c'est normal que vous m'ayez écrit 3 fois puisque je suis à la fois donateur, à la fois bénévole et à la fois je suis aussi usager du lieu, blablabla. Donc là, je vous distingue des grands cercles, mais en fait, il faut à l'intérieur distinguer des petits cercles que vous ferez en archipel. La love money, c'est ceux qui vous aiment. Donc, c'est ceux qui, quelque part, s'en foutent un peu du projet, mais vous aiment personnellement vous, en fait. Genre votre tonton, votre tata qui dit ton projet là écolo ou solidaire, il est chouette, hein, et qui va vous faire un don de 500 € parce que voilà, il vous aime bien. Donc, vous avez cette love money à exploiter, plus la love money de toutes les autres communautés qui sont citées après. Et donc, vous faites de toutes les autres communautés potentiellement des ambassadeurs du don, des gens qui vous connaissent, qui vous connaissent bien et qui vont écrire à des gens qui vous connaissent pas en disant fais un don à cet asso, je t'assure, elle est top. Et donc, les gens vont dire d'accord, parce que love money, mais love money de mon bénévole, love money de mon usager usagère, love money de la personne qui est venue dans mon lieu et qui me connaît. Cercle numéro 2, les engagés, ceux qui vous connaissent très bien parce qu'ils agissent à vos côtés, que vous allez vraiment chercher aussi à transformer en ambassadeurs. Les bénéficiaires, ceux qui vous connaissent parce qu'ils vivent votre activité, pareil. S'ils ont des ressources significatives, c'est cool qu'ils vous donnent. Sinon, les encourager à devenir ambassadeurs. Les communautés de soutien. Et là, les communautés de soutien, c'est tous les cercles dans lesquels vous pouvez graviter. S'ils reçoivent un message de don, peuvent avoir envie de partager. C'est clairement ce qui fait que les associations d'inspiration, d'obédience chrétienne catholique ont un petit avantage sur les stratégies de don parce qu'elles vont se caler dans une communauté préexistante spirituelle où il y a une habitude assez forte du don. Et donc, parfois, nous, on ne vient pas du tout de ce monde-là. Quand on voit des associations qu'on accompagne de ces cercles-là faire des croissances de dons incroyables, on se dit putain, ils ont de la chance parce que du coup, ils exploitent en fait une communauté préexistante. Et en fait, on a tous et toutes des communautés préexistantes qui peuvent à un moment être exploitées parce qu'on leur partage une info et qu'ils ont par contre des habitudes plus ou moins importantes de dons. Clairement, si vous êtes comme moi un joueur de badminton, votre communauté de joueurs de badminton sera probablement moins habituée à faire des dons qu'une communauté chrétienne chez qui le don a été, on va dire, ancré dans les valeurs depuis longtemps et pour qui c'est normal de faire des dons. Et enfin, le grand public. Et moi, mon message sur le grand public, c'est à moins que vous soyez d'ampleur nationale ou que vous ayez un potentiel à être connu incroyable, c'est vraiment le plus dur. Et en fait, il ne faut pas du tout penser, quand vous pensez votre stratégie au grand public, il faut penser aux gens qui vous font confiance et aux gens qui font confiance aux gens qui vous font confiance. Parce que le grand public, c'est très, très, très dur de l'atteindre. Et par exemple, les actions de rue, vous ne les ferez pas. En fait, ça ne marcherait pas du tout pour vous. Sauf si vous êtes LPO, Médecins du Monde, etc. Même si vous l'êtes, vous le savez déjà, puisque c'est déjà dans la stratégie de vos structures. Donc en vrai, le grand public, c'est en fait un non-public. À de très rares exceptions près, moi je le considérerais pas comme un public. Je me dirais plutôt, si on a une activité avec un club de foot à qui on s'entend très bien, je vais venir parler au stade. En fait, on parle pas au grand public, là on parle aux passionnés de foot qui sont au stade et à qui on va trouver un message parce qu'on a déjà un lien de confiance qui est créé par le président ou la présidente du club de foot qui nous a donné de venir, quoi. Donc en fait, c'est vraiment le grand public, celui qui vous tomberait sur vous par hasard sur les réseaux sociaux, ça marche pas. Et point important, ces cercles ne sont pas activés les uns après les autres, ils peuvent être activés tous en même temps. Il faut avoir en tête qu'on a l'impression qu'il faut activer les cercles les uns après les autres à cause des crowdfunding historiques, à cause des financements participatifs historiques, où c'était des artistes pas connus
qui se lançait et que s'il n'y avait pas d'argent qui était sur le compteur d'argent, on se disait, ah bah non, en fait, je vais pas leur donner parce qu'il a pas l'air très crédible cet artiste. En fait, les gens qui vont vous donner vous font confiance. Donc, vous pouvez complètement les activer en même temps. Au contraire, la communication, ça marche bien. S'il y a une masse de communication qui arrive, on dit souvent, vaut mieux 3 fois la même information sur une semaine que l'information une fois toutes les semaines ou tous les mois, parce qu'en fait, ça se dilue. Si les gens reçoivent 3 fois la même information dans une semaine, je vais dire, en fait, c'est le moment de le faire. Par contre, vous allez avoir un enjeu. Là, je le présente pas parce que j'essaie d'être efficace en temps et j'espère ne pas déborder. Il me reste encore 2 minutes. L'enjeu pour vous, ça va être de séquencer, de se dire, je vais avoir 3 moments pour envoyer un message. Ça, c'est le plus classique. Le premier moment, au moment du lancement, et là, vous bourrinez. Le deuxième moment, souvent, c'est à mi-chemin en disant, on en est là, il reste tout ce chemin à parcourir. Et le dernier moment, c'est 5 jours avant. En vrai, si vous faites du don régulier ou des campagnes, il n'y a pas vraiment de fin. Si la personne vous fait un don 3 semaines après, vous l'acceptez quand même. Mais il y a un intérêt à décider une fin de la campagne parce que, en fait, c'est 30%, 40% des donateurs qui vont donner quand on leur dit c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc c'est un peu fictif, surtout quand c'est pas fin décembre. Quand vous décidez ça, c'est le 12 mai, c'est fini. Le 13 mai, je peux plus donner, bah si. Mais en fait, c'est important pour que vous ayez une dernière action de communication en disant c'est la fin de la campagne, il nous reste encore 5 000 € à trouver, on compte sur vous. Et vous allez capter des nouveaux dons. Alors, c'est une proposition en 3 fois. Vous pouvez avoir d'autres stratégies, évidemment. Là, je vous ai fait vraiment la version la plus basique et la plus normale. Le but était encore une fois de ne pas embêter les gens et qu'ils se disent ah bah oui, c'est logique que je reçoive l'info. Tous les cercles ne vont peut-être pas recevoir les 3 messages. Peut-être il y en a, vous ferez que le premier et le dernier pour éviter le deuxième, histoire qu'ils n'aient pas 3 messages en un mois. Ça, c'est vraiment vous et comment vous le sentez, mais quand même, ayez en tête que embêter les gens, ça fait partie du jeu quand on fait une campagne de dons. Faut pas non plus en avoir peur. Dernier point, il me semble, les messages clés. Pour vous dire qu'est-ce qui va venir marcher particulièrement. Premier message, sauvez-nous. Ça, c'est ce qui générera le plus de dons. Mais en fait, c'est pas forcément les bons dons si vous avez une stratégie pérenne, parce que c'est des dons de sauvegarde. Et donc, en fait, ils sont pas pensés pour s'inscrire sur le long cours, mais ils peuvent être utiles pour déclencher du don. Et après, si vous avez plein de donateurs et donatrices, parce que crise sanitaire, parce qu'évolution politique, parce que événements dans votre développement, en fait, vous pouvez toujours aller leur dire maintenant on a besoin de dons réguliers, blablabla. Vous avez leurs données, vous pouvez aller les chercher. Par contre, il y a cette question de la confiance qui est centrale dans le don. Si l'année d'après vous recommencez, c'est la crise, sauvez-nous, puis encore l'année d'après, à un moment donné, il marchera plus ce message. Deuxième message, aidez-nous à les aider. Ça, c'est vrai particulièrement quand on est face à des publics humains et non humains. Puis ça marchera avec la biodiversité aussi, en forte fragilité ou en danger. Et ça marche bien, évidemment, parce que du coup, on visualise l'urgence. Évidemment qu'on visualise dans le premier cas, dans le sauvez-nous, on le visualise, mais pour nos publics. Pareil, il peut y avoir un épuisement de ce message, mais il est normal pour des structures qui sont en lutte contre des fragilités. Donc c'est pas, voilà, faut juste assumer que les gens vont voir des mauvaises images et qu'ils vont se dire que le monde va mal. C'est un peu la limite de cette stratégie. Vous avez un jour, moi, j'avais des étudiants qui me disaient, je veux aller aider des gens qui meurent de faim. Et je dis, où les gens meurent de faim? En Afrique. Et si mes étudiants disaient ça, c'est pas parce qu'ils étaient un peu nuls en géopolitique, ou qu'ils n'avaient pas vu qu'au bas de la rue, il y avait aussi des gens qui mouraient de faim, mais parce qu'en fait, ils étaient nourris par toute la communication qui est faite sur les famines et l'Afrique, puisque c'est comme ça qu'on va vendre une bonne partie du soutien à du développement, qui comprend bien au-delà de l'aide humanitaire d'urgence. Mais cette communication, comme elle marche, elle est surutilisée par certaines associations, avec cette limite qu'on doit avoir en tête, qui est que ça crée une certaine ambiance morose, voire franchement inquiétante dans la société, éloignée parfois des réalités tangibles des situations réelles. Troisième logique, qui, elle, rapporte moins de dons immédiats, mais en fait s'inscrit dans la durée, c'est ensemble développons notre impact et nos actions. Donc c'est l'idée de dire les dons sont nécessaires à notre développement. Et donc là, il faudra beaucoup de pédagogie pour expliquer pourquoi les dons sont importants, sans aller chercher dans le pathos qui est le plus efficace. Garantissez notre indépendance d'action et de parole, marche très bien aussi quand vous êtes une association qui effectivement a une action et une parole qui doit être indépendante. Donc notamment dans le cadre du plaidoyer. Même si c'est qu'une partie, je prends zéro déchet par exemple, c'est une partie de l'action, c'est du plaidoyer, et il faut qu'une partie des dons, une partie des ressources soit des dons, et on comprendra très bien qu'à côté, il puisse y avoir des subventions pour des ateliers zéro déchet, ou des actions d'accompagnement zéro déchet qui, elles, ne répondent pas à un enjeu de dialogue avec les institutions. Donc, si vous avez d'autres messages, mettez-les dans le chat, je le découvrirai après. Et du coup, on peut passer aux solutions de dons. J'ai presque tenu mon timing prévu.
avec Hello Asso, Lilo et Microdon, avec une dizaine de minutes pour chaque asso. Et on pourra déborder un petit peu pour les questions à 14h pour ceux qui peuvent rester, ceux qui peuvent pas rester. Et bah, du coup, vous pourrez regarder l'enregistrement pour les 10 minutes restantes. Et du coup, Hello Asso, Marion, je te propose de prendre la parole et j'essaye en parallèle de te donner la main dessus, mais je suis pas sûr d'y arriver. Donc, si je n'y arrive pas, Pas de souci, je normalement, te fais confiance. Ah, maintenant, tu me dis ok. si tu y arrives. Euh, Tu as le contrôle. J'ai l'impression que c'est bon. Ok, trop bien. Euh, je reviens sur la présentation. Alors bonjour à toutes et à tous et merci Martin pour l'invitation. Donc je suis Marion Lacou, responsable des contenus pédagogiques chez Hello Asso. Et au-delà d'être ravie d'être là, je trouve que effectivement tous les éléments que tu as partagés sont très instructifs. Concernant Hello Asso, le constat qui a été fait au début de ce webinaire est entièrement partagé et au-delà du fait que les subventions versées aux associations ne cessent de baisser depuis 2005, on remarque aussi que le don en ligne s'installe de plus en plus dans le paysage associatif et ça s'explique par de nombreux facteurs, mais notamment par le fait que les donateurs sont de plus en plus digitalisés. De mémoire, c'est environ 30% des Français qui déclarent faire un don en ligne. Et ça montre que les formes d'engagement évoluent et que l'on doit tous et toutes rester à l'écoute de ces évolutions qui sont portées par les donateurs. Alors brièvement, Hello Asso, c'est une solution de paiement en ligne qui est dédiée au secteur associatif, qui a eu 16 ans cette année. Et vous avez quelques chiffres à l'écran. Alors j'attire votre attention sur un en particulier qui montre qu'un grand cap a été franchi cette année. C'est 2 milliards d'euros qui ont été collectés par les associations sur la plateforme depuis sa création. Alors l'idée, c'est pas de lancer un chiffre impressionnant pour lancer un chiffre impressionnant, mais d'appuyer une conviction que l'on porte chez Hello Asso et que j'imagine que vous portez aussi chez vous dans ce contexte incertain. Les assos doivent être aidés et soutenus. C'est effectivement obligatoire, j'ai envie de dire. Derrière ces chiffres, il y a bien entendu des milliers de projets concrets qui sont des projets culturels, des projets sportifs, de loisirs qui rassemblent l'accès aux soins pour les plus vulnérables, la protection de l'environnement, etc., etc. Et autant de causes qu'il existe d'associations finalement. Alors, je ne sais pas si j'arrive à passer à la slide suivante. J'ai l'impression que j'ai des petites difficultés. Hop. Ouais, c'est bon. Et même celle d'après. Tac. Je ne sais pas si le partage de Martin de relais fonctionne. Juste celle d'avant, parfait. Et du coup, vous pouvez le voir à l'écran, pardon, dans ce camembert. Sur Hello Asso, c'est important que vous l'ayez en tête. Toutes les associations sont représentées et donc c'est une plateforme qui est accessible à tous, quelle que soit la taille de la structure, quel que soit le domaine ou quelles que soient les ressources. On voit qu'il y a une majorité d'associations dans l'art et la culture et le sport et le loisir, mais toutes les associations, bien sûr, sont les bienvenues et peuvent bénéficier des solutions de Hello Asso. Alors globalement, ces solutions, il y en a plusieurs et pour répondre à un certain nombre de besoins, Hello Asso, au fur et à mesure des années, a développé des solutions de collecte dédiées aux activités des associations, une solution de billetterie par exemple, pour pouvoir gérer ces événements, une solution pour gérer ses adhésions, des solutions aussi pour collecter des dons, comme c'est le thème d'aujourd'hui, et du financement participatif, mais aussi la possibilité d'organiser des boutiques, de vendre des produits avec pour chacune de ces solutions des fonctionnalités qui encouragent l'engagement, comme tu l'as dit Martin précédemment, la possibilité de faire un don en plus pour l'association lorsqu'on s'inscrit à un événement ou qu'on adhère à l'association, le prix libre, etc., etc.
Donc même si chacune de ces solutions peuvent participer à une stratégie de don, on va nous faire un focus sur quelques solutions en particulier, notamment sur des solutions classiques pour commencer, hein, le don, qui on peut placer dans des ressources citoyennes, si je reprends tes termes, Martin. Et donc, le don ici permet concrètement de générer et de gérer des collectes, qu'elles soient annuelles ou ponctuelles, de collecter des dons réguliers, important de l'avoir en tête, et ça appuie d'ailleurs les stratégies dont tu nous as parlé, Martin, d'intégrer des collectes à un site internet, de transmettre effectivement des reçus fiscaux automatiquement à ces donateurs et de créer des collectes qui peuvent être dédiées à certains profils de donateurs, particuliers ou organismes. Ici, on l'a avec l'exemple d'écoliers de demain, où ce formulaire de don est exclusivement dédié au mécénat d'entreprise pour cette association et qui permet notamment de gérer des frais de fonctionnement. Donc c'est un petit peu l'idée derrière chaque collecte sur Hello Asso. Vous pouvez imaginer une stratégie vraiment adaptée à vos besoins et personnalisée. Tout est entièrement personnalisable, de la suggestion du montant jusqu'au texte qui permettent d'accompagner ce formulaire. C'est intéressant pour vous si vous avez envie de collecter au fil de l'eau et donc de lancer une stratégie de dons réguliers, de segmenter pourquoi pas aussi le profil de vos donateurs et de collecter mensuellement. Ici, cet exemple est assez intéressant parce qu'on a vraiment un discours orienté impact où on montre effectivement à quoi permet de collecter ces dons et de pouvoir choisir le montant de son don et la fréquence. Je poursuis avec le crowdfunding qui est donc un autre outil proposé par Hello Asso et qui permet notamment toujours petit outil de passage de relais et qui permet notamment pour continuer à avancer de mobiliser en fait sa communauté autour d'un projet et d'un objectif financier à atteindre sur une durée choisie. Vous connaissez certainement déjà le concept. On le voit alors je sais pas, Martin, si tu as la possibilité. Voilà, merci. Ah, ok. C'est la slide crowdfunding. Mes excuses, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Tu veux que je reprenne la main? Ouais, je veux bien parce que du coup, je n'arrive pas à passer les slides. Je sais pas trop dans quel ordre et comment ça marche. Je reprends la main. Tu me dis comme ça, hop. Ouais, bah du coup, je veux bien que tu avances sur les slides. Tu veux quelle slide? Celle où on parle de crowdfunding, pardon. C'est laquelle? Avant. Juste après le don. Avant. C'est ça, merci. Du coup, je ne vous explique pas le concept de crowdfunding, vous le connaissez certainement déjà. Et ici, on le voit avec un exemple assez intéressant. C'est la slide suivante, s'il te plaît. Assez intéressant. Vous connaissez peut-être l'association SocioChow qui a lancé une campagne qui a fait assez d'écho pour sauver le FC, le football club Sochaux Montbéliard. C'est une solution, le crowdfunding, qui, malgré un recul ces dernières années, permet quand même de faire émerger de chouettes initiatives à impact. Et ici, l'association a pu récolter les fonds nécessaires pour le sauvetage du club et en plus défend un modèle coopératif qui peut inspirer beaucoup d'autres clubs. Donc c'est un message assez intéressant à faire passer. C'est intéressant le crowdfunding lorsque on a déjà une communauté engagée, que on a des ressources aussi nécessaires pour porter la campagne, qu'elle soit humaine ou parfois même financière. Et si on veut élargir la campagne au grand public, qui n'est pas chose aisée bien sûr, et les soutiens, finalement, avoir des soutiens de personnes qui ne vous connaissent pas encore. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, Martin.
d'autres solutions effectivement solidaires émergent et qui peuvent être aussi empruntées aux ressources privées, hein, aux ressources marchandes. Ici, on a l'exemple de la LPO Aquitaine. Alors, il y a quelqu'un de la LPO déjà, c'est super. Ils peuvent corroborer. Ce qui se fait également de plus en plus, hein, bien sûr, c'est de diversifier ses collectes à travers sa stratégie de financement. Et ici, l'exemple de la LPO est assez inspirant, je trouve, où on a la vente d'une box pour les petits soigneurs dont les bénéfices sont intégralement reversés au centre de soins. C'est une initiative intéressante qui permet de faire découvrir les coulisses du centre de soins de la LPO Aquitaine, de effectivement travailler autrement le discours. Hein. C'est ici un petit peu plus différent que les messages peut-être d'urgence pour sauver les animaux. C'est vraiment quelque chose qui vient accompagner les activités de l'association et qui permettent d'ouvrir la cible, de l'élargir pour promouvoir à la fois l'artisanat français dans le sens où cette box a été en partenariat avec des artisans et voilà. Donc c'est une chouette initiative qui peut être faite sur Hello Asso. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît, Martin. Ici, un autre exemple, la tombola. On voit beaucoup de tombolas solidaires émerger depuis pas mal de temps maintenant. Ici, dans ce cas, c'est assez intéressant. On a la SPA qui s'est rapprochée du Hellfest il y a quelques années pour organiser la tombella tous les ans. C'est une tombola qui est donc organisée et lancée lors du festival. Donc, c'est très ponctuel comme opération, mais il y a plusieurs pistes intéressantes à explorer, à la fois la solution de tombola qui peut diversifier les sources de financement et créer donc une opération pour l'occasion, mais aussi l'effet partenariat, où j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins, mais qui peut être très porteur pour les assos, que ce soit ici comme au national, mais très local. Ça peut être important de l'explorer et de créer cette forme d'opération qui permet aussi de bénéficier de la communauté du partenaire. Donc ici, les festivaliers du Hellfest. Et cette opération aujourd'hui, pour vous donner un petit peu de visibilité, c'était 45 000 € de dons qui représentent concrètement un peu plus de 86 000 repas financés pour les animaux du refuge. Et donc, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Effectivement, comme les formes d'engagement évoluent, on a lancé très récemment une nouvelle solution qui s'appelle Hello Asso Stream et qui permet aux streamers et streameuses de connecter le formulaire de don d'une association à son système de live, hein, donc dans toutes les plateformes de live qui existent. Et c'est également une piste intéressante à aller tester. On a beaucoup d'exemples de grands lives et en tout cas de live caritative comme le The Event, etc. Il y a aussi l'initiative qui a été lancée par Médecins du Monde. Mais là, dans l'idée, c'est pas forcément ouvert aux grandes associations. Ça peut être très bien porté par des petites associations en partenariat avec des streamers qui ont leur communauté, mais qui ne sont pas forcément des géants de Twitch. Et ça permet de diversifier, d'aller toucher peut-être un public qui ne vous connaît pas encore et d'aller explorer d'autres pistes. Et je terminerai avec la dernière slide pour rappeler qu'Hello Asso, c'est aussi une équipe derrière qui est disponible par mail, par chat et par téléphone pour répondre à toutes vos questions sur le fonctionnement de Hello Asso et au-delà si on est capable, et qu'on a créé un programme aussi spécialement conçu pour les grandes associations où une équipe au sein de Hello Asso est dédiée à leur accompagnement et à la mise en place de dispositifs sur mesure. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre écoute et je passe la main à Lilo. On va faire pareil, Merci Marion pour essayer de C'est tout, vas-y Hélène. C'est bon. Alors attends, je regarde juste pour essayer de comprendre comment je déroule les slides. Non, je m'en occupe quand on va éviter de compliquer les choses. J'essaie de te suivre et sinon tu me dis de passer à la slide suivante. Ok, donc du coup, enchanté tout le monde. Donc ici, là, on parle pour cette fois-ci pour Lilo. Donc Lilo, pour vous donner un peu le contexte de qui on est. Donc nous, on est une entreprise, mais une entreprise avec une orientation un petit peu particulière parce que notre mission, nous, c'est de développer des services web. Le plus connu étant le moteur de recherche solidaire Lilo.org.
donc développer des services web dans le but de financer et promouvoir des projets sociaux et environnementaux. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu l'ADN de Lilo et de ce qu'on peut mettre en place. Tu peux passer sur la slide suivante. Pour du coup répondre à cet engagement, nous concrètement, on réserve 80% de nos bénéfices pour soutenir des associations. Alors quand je dis association, c'est en un sens large, des structures de l'ESS qui chez nous se rapportent à 3 grandes familles. Donc, on va soutenir des structures qui interviennent dans le champ de la protection de l'environnement, dans le champ de la solidarité, et la troisième cause, c'est la cause animale. Donc voilà un petit peu le type de partenaire que l'on va soutenir. Et ensuite, sur la slide suivante, on va regarder un petit peu notre approche qui est assez, je pense, singulière, dans le sens où nous, on a un parti pris qui est d'engager monsieur et madame tout le monde. Donc c'est le parfait contre-exemple, Martin, de ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que le grand public, cette masse indistincte était difficile à adresser. Je fais un trait d'humour, mais pour dire que nous, justement, on veut venir peut-être chercher des personnes qui sont pas habituellement, traditionnellement, habitués à faire des dons ou à même se poser la question de faire un don. On veut embarquer la générosité dans le quotidien d'un maximum de personnes. Et pour ce faire, on va regarder déjà en termes de chiffres ce que ça donne, et puis après on va regarder les solutions qu'on propose. Donc sur la slide suivante, je vous précise du coup l'ordre de grandeur. Aujourd'hui, on est à plus de 5 millions d'euros qui ont été déjà reversés aux associations qui sont soutenues sur Lilo. Avec cette particularité, c'est que cet argent-là, il a été reversé sans que nos utilisateurs ne payent pour soutenir des associations. Donc c'est vraiment je dirais ce qui vient caractériser nos propositions. Donc à partir de la slide suivante, on va voir justement concrètement ce que l'on propose chez Lilo. Le plus connu étant, je vous le disais, le moteur de recherche lilo.org. Donc je vous ai fait figurer un petit QR code si vous voulez vous rendre en même temps que je vous parle sur une page connexe, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc le moteur de recherche lilo.org, c'est un moteur de recherche générique, enfin classique comme Google ou comme tout autre moteur de recherche généraliste. Il a néanmoins une double particularité. La première, je vais aller vite là-dessus parce qu'elle est commune à d'autres moteurs de recherche alternatifs. Chez Lilo, on ne collecte pas les données de nos utilisateurs, donc ça c'est un point qui est appréciable, mais je vous le disais qui est commun à d'autres moteurs alternatifs. On est un moteur de recherche gratuit. Alors ça peut vous paraître drôle le fait que je précise ça, mais je le dis parce qu'en réalité, il y a beaucoup de requêtes sur Internet, moteur de recherche gratuit. Donc on est gratuit. Et notre particularité, ce qui vient vraiment nous singulariser, c'est que on transforme chaque recherche Internet en soutien pour une association de son choix. Donc je m'explique. Chaque recherche sur Internet donne lieu à une goutte d'eau, et ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, qui est une clé qui agit comme une clé de répartition pour nous permettre de savoir à qui et dans quelle proportion on va reverser les 80% de nos bénéfices. Donc très concrètement, ce moteur de recherche-là, vous faites vos recherches quand je dis vous, c'est en tant qu'utilisateur, vous faites vos recherches sur Internet comme d'habitude. À chaque recherche, vous êtes crédité d'une goutte d'eau, et à tout moment, vous allez pouvoir choisir de distribuer ces gouttes d'eau à tel ou tel projet qui sont référencés dans un catalogue d'associations. Donc il y a plus de 1500 structures qui sont
référencés sur Lilo. Et ce faisant, en distribuant vos gouttes d'eau, vous allez voter pour la part qui revient à la structure en question. Donc ça, c'est le premier volant de collecte chez Lilo. Ça représente 5 millions d'euros collectés. Et j'allais dire, c'est un peu le vaisseau amiral chez nous. C'est ce pourquoi on est premièrement connu. Après, je vais vous parler d'une deuxième formule de soutien que l'on propose, qui est un petit peu moins connue, qui cette fois-ci va plutôt s'imbriquer. Alors, je fais juste une parenthèse sur la première formule de soutien. Si je me rapporte aux rubriques qui peuvent être les vôtres, en tout cas la nomenclature qui peut être la vôtre, ça va être dans les rubriques type nous soutenir autrement, hein, le moteur de recherche, ou alors vous pouvez carrément dire frontalement nous soutenir gratuitement. Là, cette fois-ci, sur la deuxième formule que je vous présente, on est sur le terrain du cashback, et plus particulièrement du cashback solidaire. Donc ça, c'est une formule qui va plutôt vivre typiquement si vous avez une boutique en ligne. C'est une formule qui peut vivre dans cet espace-là, ou alors dans l'autre rubrique que je mentionnais, qui est nous soutenir autrement. Donc Lilo Achat Solidaire, le principe en fait, c'est un dérivé du cashback. On pourrait dire un cashback amélioré. Le principe, en fait, donc c'est une extension que l'on va installer sur son navigateur web, et c'est une extension qui va permettre de récupérer un pourcentage de son panier, quand on est sur des sites marchands partenaires, entre 3 et 5% de sa transaction, de son panier, de la récupérer, cette valeur-là, sous forme de gouttes d'eau, pour venir soutenir financièrement les projets de son choix. Donc les gouttes d'eau étant, souvenez-vous, une clé de répartition, on vient réinjecter cette valeur-là, mais dans le catalogue de projets pour soutenir les projets de son choix. Donc le premier cas de figure, on l'a compris, on est dans une pratique qui est hyper répandue, les recherches sur Internet, on est sur une pratique qui est gratuite, il n'y a pas d'arbitrage au porte-monnaie quand on fait ses recherches sur Internet et qu'on soutient un projet sur Lilo. Sur Lilo Achat Solidaire, on est encore un peu dans cet esprit, dans le sens où on ne vient pas guider l'achat de l'internaute, on ne va pas a priori l'orienter vers un site marchand. En revanche, lorsque l'internaute est sur le site marchand, et je vous prends un exemple, vous êtes, je sais pas, sur le site de la SNCF ou des Galeries Lafayette qui sont partenaires. Tiens, c'est le printemps, donc on va dire que ce week-end, vous avez ramassé des fleurs, vous avez fait un beau bouquet, vous voulez un joli vase, vous allez sur le site des Galeries Lafayette, qui vous informe, quand vous êtes rendu sur le site, que le site est partenaire de Lilo Achat Solidaire. Vous achetez votre vase, donc, que vous soyez sur Lilo Achat Solidaire ou pas, le vase il coûte le même prix, simplement 3 à 5% de la valeur de ce vase pour cette même dépense va vous revenir pour soutenir l'association de votre choix. Donc on comprend bien à travers ces exemples-là, ces deux premiers exemples, que l'idée derrière Lilo et ce qu'on propose, c'est vraiment de capitaliser sur des pratiques qui sont existantes. On ne vient pas demander aux gens de modifier leurs habitudes, bien que ça pourrait avoir de sacrés avantages par ailleurs. En tout cas, nous, on veut venir infléchir une conscience, faire naître une conscience solidaire à travers des pratiques qui sont aussi répandues que celles que je vous décris là. Faire ses achats en ligne, ça concerne plus d'un Français, d'un internaute sur deux en France, ou faire ses recherches sur Internet, que ce soit sur son mobile, à travers les applications de Lilo, du moteur de recherche, ou sur son ordinateur ou sa tablette. Sur la slide suivante, oui, je vous ai pointé un petit exemple de ce que ça donne, parce que c'est peut-être moins évident, autant faire ses recherches sur Internet, on comprend tout de suite, mais là, je vous ai capturé en fond d'image la page d'accueil du site SNCF, et je vous ai rehaussé cette petite pop-up qui apparaît, qui vous demande
une fois que vous arrivez sur le site de la SNCF, si vous voulez bénéficier du coup de l'avantage de l'îlot achat solidaire. Enfin, on pourrait se dire c'est un peu redondant quand on a déjà installé l'extension l'îlot achat solidaire, mais ça c'est un principe j'allais dire de RGPD friendly, redemander l'accord de l'internaute s'il veut bien bénéficier de ce service pour cette transaction. Sur la slide suivante, je vais vous prendre un troisième et dernier exemple de ce que l'on propose chez Lilo, toujours dans cette approche-là, et cette fois-ci en partenariat avec Bouygues Télécom. Donc là, cette fois-ci, l'idée, c'est de proposer un forfait de téléphonie mobile qui va vous permettre de faire in fine les mêmes choses que d'habitude, téléphoner, envoyer des SMS, etc., etc. Simplement, là, le principe déjà, premier, c'est d'encourager une meilleure gestion de ces gigas, comprendre plus économique, de moins dépenser de gigas, et de valoriser le nombre de gigas économisés en soutien pour des projets de son choix. Donc c'est ça, on peut le dire très clairement, c'est une formule de collecte qui est complètement à l'opposé de la doctrine actuelle sur le marché de la téléphonie mobile, qui est une doctrine de toujours plus de gigas, toujours moins cher, bref, boum, boum, boum. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus frugal, où ce qu'on vient rechercher, c'est un usage raisonné et une notion de solidarité avec la possibilité de soutenir encore une fois les assos de son choix. Donc sur les caractéristiques du forfait source, on est à un forfait qui est à 10 € par mois pour une enveloppe de 80 gigas, SMS, MMS, appel illimité, et on est sur un forfait bloqué, c'est-à-dire pas de mauvaise surprise et sans engagement. Alors moi, je ne suis pas commerciale de Bouygues, donc je connais pas, je ne suis pas jour après jour l'évolution des offres. Néanmoins, comme tout le monde, je suis consommatrice, et par ailleurs, j'ai quand même pas mal de retours d'associations et aussi de grand public via notre support utilisateur qui peut me revenir aussi. Et ce que je perçois, c'est que c'est un prix qui est justement bien perçu en fait. 10 €, c'est pas le forfait le moins cher du marché, mais c'est un forfait qui reste accessible. Le fait de... Hélène, je suis désolé de t'accélérer un tout petit peu, c'est qu'il est presque l'heure et on a Marielle qui doit parler. Ok. Donc, comme je Donc, sais, comme là c'est sur un sujet un peu plus annexe, ouais. peux- Donc c'est voilà, c'est un forfait, donc vous l'avez compris, qui permet de soutenir des assos. On va passer sur la slide suivante. Alors, ouais. Donc du coup, je vous parlais des gouttes d'eau très brièvement, mais je l'ai déjà dit. Le principe, donc avec les recherches sur Internet avec Lilo, les achats en ligne avec Lilo Achat Solidaire ou des gigas non utilisés avec Source, le principe, c'est que les utilisateurs gagnent des gouttes d'eau pour venir soutenir l'association de leur choix, ces gouttes d'eau étant une clé de répartition. Donc Lilo, en guise de conclusion, c'est pas des formules qui viennent s'opposer aux dons. À mon sens et d'expérience, c'est d'ailleurs plutôt une formule intermédiaire, une marche intermédiaire pour des publics qui ne sont pas encore prêts à recevoir un appel aux dons, ou alors des publics que j'appelle empêchés, c'est-à-dire qui ne peuvent pas se permettre, qui n'ont pas les moyens pécuniaires de faire des dons. Voilà, ça va être des formules différentes pour approcher des publics qui ne sont pas réceptifs aux dons pour les raisons que je viens de donner. Je rends le micro. Marielle, merci beaucoup. Désolé, on a un tout petit peu de retard. On répondra aux questions. On essaie de répondre aux questions dans le chat et sinon on y répondra avec ceux qui resteront et on aura l'enregistrement. Marielle, à toi les micros. Je fais passer le slide.
Ok, super, merci et bonjour à tous. J'espère que vous n'êtes pas encore tous partis manger. Moi, je suis là pour parler de Microdon, qui est une entreprise sociale et solidaire, filiale à 100% de la Banque Postale. Je vais essayer d'être le plus rapide possible pour vous présenter nos solutions qui sont nées en 2014 et sur le constat un petit peu qui est le même que celui de Lilo, l'idée de greffer dans les gestes du quotidien des actes de don. La différence avec Lilo, c'est que Microdon, on est parti dans l'idée de travailler avec les entreprises comme facilitateur d'engagement solidaire, que ce soit pour l'arrondi en caisse, que je vous détaillerai bien sûr, qui est le principe que vous connaissez certainement, de faire un don lors de votre paiement, ou l'arrondi sur salaire, qui est un don proposé par l'entreprise, où le salarié, du coup, arrondit son salaire à l'euro inférieur. Je vais y revenir aussi. Et du coup, depuis 2014, on a collecté plus de 80 millions d'euros grâce du coup à l'engagement de plus de 200 entreprises clientes. Je te laisse, Martin, passer au slide suivant. Voilà, donc là, je reviens un petit peu sur notre impact en 2024 pour vous donner un ordre d'idée et vous montrer déjà que les deux dispositifs que l'on propose diffèrent, notamment, voilà, l'impact est quand même significatif sur le don sur salaire et plus modéré. Pardon, est significatif sur le don en caisse et plus modéré sur le don sur salaire. Mais on a quand même collecté plus de 2 millions d'euros en 2024 grâce à leur rendu sur salaire. Et vous voyez que le nombre d'associations et de projets soutenus est quasi équivalent d'un dispositif à l'autre. Alors si on regarde, effectivement, voilà, il y a eu plus de 200 associations bénéficiaires dans chaque dispositif. Il faut savoir qu'une structure peut être bénéficiaire des deux dispositifs chez nous en même temps, parallèlement. Il n'y a pas de contre-indication. Et vous vous demandez justement comment on fait pour être bénéficiaire, qui peuvent être les bénéficiaires. Alors je ne vais pas revenir sur les propos de Martin, sur les critères d'intérêt général, voilà, mais effectivement, et sur la fiscalité, comment une association est capable ou non d'émettre des reçus fiscaux. Mais nous, en fait, on travaille avec tout ce qui est association, fondation, fonds de dotation soumis à la fiscalité française, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'émettre des reçus fiscaux et qui n'ont pas d'objet cultuel ou politique. Donc ça peut être des associations dans le domaine de l'art, du sport, de la solidarité, etc. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que nous, Microdon, on n'a pas de préinscription des associations, on n'a pas de liste d'associations qui pourraient être bénéficiaires. Pour être bénéficiaire, il faut être choisi par une de nos entreprises partenaires, que ce soit pour le dispositif d'arrondi en caisse ou pour le dispositif d'arrondi sur salaire. L'idée, c'est vraiment de convaincre une entreprise de mettre en place le microdon à votre profit. Nous, ensuite, en fait, Microdon, on a bien sûr des exigences, mais on s'assure en fait surtout que vous pouvez être bénéficiaire. On n'émet pas d'opinion ni de préconisation sur tel ou tel bénéficiaire. Vraiment, nous, on est impartial sur le choix des associations. C'est vraiment les entreprises avec lesquelles on travaille qui vont choisir la cause qu'ils veulent soutenir et les structures qu'ils veulent soutenir. Donc ça, c'est important à avoir ça en tête. Pour donner un petit peu plus de détails, effectivement, tu avais bien passé le slide, Martin. Donner un petit peu plus de détails sur l'arrondi en caisse. Vous voyez ici quelques enseignes qui proposent ce dispositif que vous avez certainement rencontré en tant que consommateur. Voilà, il y a plus de 10 000 magasins qui proposent l'arrondi à leurs clients aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs voir la liste de toutes les entreprises avec lesquelles on travaille sur notre site et je vais vous mettre le lien dans le chat juste à l'instant. Donc l'arrondi.org dans la partie entreprise partenaire. Et donc là, vous avez un petit échantillon des enseignes qui proposent aux clients de faire un don lors du passage en caisse. Donc, alors, comment ça marche? On peut passer au petit slide suivant. Il y a deux mécanismes.
Le premier, c'est un don qui est proposé via l'agent de caisse. Donc le vendeur, lorsque vous allez passer au paiement, va vous demander si vous souhaitez faire un don, un arrondi pour l'association donnée, l'association présentée en magasin. Donc ça, c'est le cas par exemple chez Nature et Découverte, où c'est l'agent de caisse, le vendeur, qui va vous proposer le don. Et sinon, dans la plupart de nos enseignes partenaires, aujourd'hui à peu près 9 enseignes sur 10, le don est proposé directement par le terminal de paiement électronique, le petit boîtier dans lequel vous mettez la carte bleue. Et le don, du coup, est calculé automatiquement. Et il y a une proposition qui apparaît au moment du paiement. Voilà, vous validez pour donner en appuyant sur vert ou vous pouvez refuser sur la touche rouge. Donc c'est relativement simple et dans tous les cas, le don est volontaire. Bien sûr, c'est une proposition qui est faite aux consommateurs. Ensuite, si vous souhaitez donner, si vous validez le don, que ce soit sur le terminal de paiement électronique ou oralement auprès de l'agent de caisse, votre don va apparaître sur votre ticket de caisse ou sur votre reçu CB. Nous, Microdon, je le disais tout à l'heure, on est une entreprise et on va en fait vendre une prestation de service à toutes les enseignes avec lesquelles on travaille. On va les accompagner pour toute la mise en place du dispositif, donc que ce soit l'installation technique dans les systèmes de caisse, mais aussi l'accompagnement dans la mise en place des communications, la formation des équipes magasins. On s'occupe également de tout l'acheminement et le reversement des dons. On les accompagne sur les aspects juridiques, etc. Et on gère bien sûr la relation avec les associations bénéficiaires. Donc, je le précise, et effectivement ici, l'enseigne paye pour mettre en place et pour qu'on puisse suivre le dispositif au quotidien. Le reversement des dons via le dispositif d'arrondi en caisse s'effectue via un établissement de paiement. En fait, c'est un petit peu comme un compte bancaire qui est ouvert au nom de l'association à l'occasion et sur lequel les reversements se font de manière trimestrielle. Il faut noter que depuis la fin 2023, il y a 10% de frais de service qui sont appliqués à l'association lors du reversement. Super. Alors du coup, j'essaie d'être le plus rapide possible, mais vous vous demandez un petit peu combien on peut estimer collecter avec une campagne de dons en caisse. Alors ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Il faut savoir que on a vraiment des campagnes qui se font avec un début, une fin. Chaque enseigne va collecter pour plusieurs associations au sein d'une année. Il n'y a pas une collecte en continu, c'est très très rare. Ça existe par exemple chez Nature et Découverte que je citais tout à l'heure. Mais sinon, l'idée c'est de ne pas sursolliciter les clients. Et donc, le potentiel de collecte va dépendre du durée de la campagne et aussi du secteur d'activité. Une enseigne de distribution alimentaire va avoir où l'achat est régulier et pas plaisir, va avoir un taux de participation plus faible, autour de 8-10% des clients qui vont répondre oui, que des enseignes spécialisées où l'achat est moins fréquent, plus plaisir et aussi où le don est plus accompagné par les vendeurs et là où on va avoir un taux de participation entre 15 et 25%. Donc bien sûr, le montant de collecte dépend effectivement du secteur de la campagne et aussi du nombre de passages caisse et de la durée. En tout cas, les campagnes, on peut rester sur le slide. La campagne, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les campagnes sont principalement nationales, c'est-à-dire mises en place par des enseignes et non des commerçants indépendants. On travaille vraiment aujourd'hui avec des enseignes de plus de 15 points de vente, donc des grosses enseignes. Et il faut savoir que dans ces cas-là, il faut s'adresser au siège social pour mettre en place un tel dispositif. Je vous le cache pas, c'est souvent un travail de longue haleine. Je vais pas revenir sur les différentes stratégies qui ont été détaillées par Martin, mais l'idée c'est vraiment de trouver des bons interlocuteurs. Il faut savoir qu'il y a peu d'interlocuteurs au sein d'une enseigne qui sont capables de choisir quelles vont être les associations bénéficiaires.
Les arguments qui peuvent être avancés pour les convaincre de participer, hormis bien sûr votre cause et pourquoi c'est important de vous soutenir, ça vous savez mieux le décrire que moi. C'est aussi pourquoi c'est important de mettre en place une campagne de collecte via l'arrondi. Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Déjà, il faut savoir que ça permet d'avoir une meilleure image de l'enseigne, hein. Le fait qu'elle s'investisse et qu'elle propose des dons à ses clients, mais ça permet aussi de maximiser l'impact de leur budget mécénat. C'est vraiment un effet de levier. Il faut savoir qu'en général, un euro investi par une enseigne, ça équivaut entre 10 et 30 euros reversés à une association. Donc c'est vraiment pour elles, dans leur stratégie de mécénat, un moyen de maximiser l'impact, de faire un effet de levier et d'investir pour une solution qui permettra de donner plus à l'association. Alors c'est malin, hein, puisque c'est leurs clients qui vont donner et pas elles, mais du coup, elles, ça leur permet vraiment, avec un budget mécénat limité, de soutenir plus de structures et plus fortement. Voilà pour l'arrondi en caisse. Je suis désolée pour le timing. Je vais vous détailler maintenant l'arrondi sur salaire. Martin, tu peux passer au slide suivant qui vous donne là aussi quelques exemples d'entreprises qui proposent ce dispositif et vous pouvez toujours retrouver la liste sur notre site. Alors là, le principe, c'est l'inverse, hein. C'est les salariés ont la possibilité d'arrondir leur salaire à la fin du mois à l'euro inférieur, forcément. C'est un don volontaire avec un abonnement automatique. Une fois qu'un salarié est inscrit, il donne tous les mois jusqu'à sa désinscription. Il faut savoir qu'il y a en général 2 à 5 projets bénéficiaires qui sont proposés sur une plateforme dédiée à l'entreprise. Donc, par exemple, l'entreprise Maïf qui propose à ses salariés de donner à, elle, plutôt 5 projets qui sont proposés aux salariés. Et le salarié peut choisir parmi ces 5 structures pour laquelle il souhaite donner. Et en général, il ne donne pas uniquement ses centimes, il y a souvent un don complémentaire qui est effectué. Le don moyen d'un salarié est autour de 3,50 €. L'entreprise, elle va souvent abonder, 76% de nos entreprises abondent les dons, c'est-à-dire que pour 1 euro donné par un salarié, 1 euro est donné par l'entreprise. Et là, c'est la même chose. En fait, nous, Microdon, on accompagne les entreprises dans la mise en place et le suivi du dispositif. Je ne vais pas y revenir en détail, mais donc on vend une prestation de service. Et pour le coup, ici, 100% sur ce dispositif, 100% des dons sont reversés aux associations. Il n'y a pas de frais de service qui sont appliqués. On travaille avec un fonds de dotation qui s'appelle le Réflexe Solidaire et qui s'assure que 100% des dons sont reversés et qui s'assure également, qui prend en charge également l'émission des reçus fiscaux pour les salariés donateurs. Vous pouvez d'ailleurs consulter le site du Réflexe Solidaire pour en savoir plus. Alors, pour finir, donc, juste savoir un petit peu à quelles entreprises on s'adresse. Nous, on travaille là encore avec des entreprises qui ont plus de 200 salariés. L'idée, c'est des entreprises qui nous connaissent, vous aussi. L'idée, c'est pour les convaincre, c'est plus facile si elles vous connaissent déjà. Je vais pas revenir encore sur les différents cercles dans lesquels pour lesquels vous pouvez vous adresser dans votre stratégie de don, mais vous avez forcément dans votre conseil d'administration, dans les personnes qui sont engagées à vos côtés, des personnes qui sont aussi salariées d'entreprise et qui peuvent du coup les convaincre de mettre en place le dispositif ou, s'ils l'ont déjà mis en place, de vous ajouter à leur panel d'associations bénéficiaires. Il y a quand même beaucoup d'entreprises. Là, on est sur, bien sûr, les entreprises s'engagent d'une manière nationale, mais on a beaucoup d'entreprises qui agissent, qui veulent soutenir une association locale. Voilà, une entreprise dont le siège social est en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, va plutôt chercher des associations qui œuvrent localement ou qui ont leur siège dans ce coin-là. Donc là, c'est plus simple pour une structure plus locale de convaincre une association de participer et de s'engager à leur côté.
là, par exemple, vous avez l'exemple sur la droite, c'est l'image de Rura, c'est l'ancienne association Chemin d'avenir, qui est bénéficiaire auprès des salariés de Maïf et qui a du coup collecté grâce à eux plus de 15 000 euros depuis la fin 2024. Depuis la fin 2023, pardon. Donc voilà, je vous détaille un petit peu le potentiel de collecte aussi. Donc avec 20% de taux de participation moyenne et comme je vous le disais, un don moyen qui n'est pas de quelques centimes mais plutôt de 3,50 € pour le salarié. Voilà, je vais pas vous retenir plus puisque il est déjà 14 heures. Sur le dernier slide, vous pouvez voir nos ressources pour en savoir plus sur nos dispositifs et comment convaincre une entreprise de s'engager à vos côtés. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Marielle. Je vais très rapidement, pour ceux qui restent et puis pour les enregistrements, regarder les questions qui ont été posées et voir à apporter des réponses. Marielle, tu as une question d'Anaïs aussi dans le chat. Je vous laisse regarder dans le chat et répondre aux questions un peu plus spécifiques. Donc, pour celles et ceux qui partent, je suis un peu désolé. J'ai un petit peu débordé moi-même et on a chacun un petit peu débordé. Comme c'est le tout premier webinaire solution qu'on organise à 4, c'était un peu rude de bien tenir ce timing. Je vais regarder un peu les questions qui ont été gardées par Christelle et Alice pour y répondre. Si vous devez partir, vous mettez dans le chat au revoir en personne. On est vraiment désolé de ne pas pouvoir vous garder jusqu'au bout. Alors, question de Clara, est-ce qu'il y a une partie sur le webinaire consacré au mécénat? Alors, je pense qu'on y a dû y répondre. Oui, mais spécifiquement le mécénat des personnes individuelles qui mobilisent au sein de leur entreprise ou des patrons et patronnes d'entreprise qui ont envie de donner. Et donc, tout ce que j'ai dit avant colle avec ces types de mécènes. C'est-à-dire que typiquement dans les cercles qu'on a évoqués, on peut très bien avoir un cercle des entreprises qui pourraient nous donner, avec les chefs d'entreprise qui pourraient nous donner, ou réfléchir à qui sont les salariés, écrire à tous ceux qui sont salariés dans les entreprises en mode est-ce que votre entreprise ne pourrait pas nous donner un petit coup de pouce? Donc en fait, c'est vraiment dans le cadre du mécénat spontané qu'on évoque ce webinaire. Sur le mécénat de structures qui sont organisées avec une fondation, un fonds de dotation, c'est le webinaire de vendredi 8 avril qui répondra avec les 5 témoins, mais beaucoup moins de temps d'apport, donc on ne devrait pas déborder. Se poser la question des 70 000 euros, Alice a répondu dans le chat, c'est dans les informations fiscales. On a une limite pour ces 70 000 euros pour respecter la concurrence avec des entreprises classiques. La valorisation en nature, est-ce que c'est la responsabilité du mécène? Question d'Elsa, comme le disait Anne, non, c'est bien nous qui émettons en tant qu'association le reçu fiscal, c'est notre responsabilité. Nelly demandait, mais comment on fait? Est-ce qu'on fait confiance au donateur ou à la donatrice? Oui, on peut lui demander une évaluation si on a un doute. On peut avoir une évaluation par un comptable, par exemple, même si on peut supposer que déjà, si le donateur nous certifie la valeur, ça peut quand même compter quand même pas mal pour l'administration fiscale, qui n'est pas là pour nous pénaliser, elle est là pour évaluer le plus justement possible et au moins s'assurer qu'on est de bonne foi. Et donc, il faut avoir en tête que même si on se trompe, si on a tout fait pour essayer d'être de bonne foi, ça sera pris en compte par l'administration fiscale dans sa manière de traiter notre cas. Beaucoup d'entreprises exigent un rescrit. Question de cyberécrivain public. Je ne sais pas qui est cette personne en tant que personne, mais du coup, oui, effectivement, malheureusement, un certain nombre d'entreprises, de fondations demandent le rescrit pour se rassurer. C'est très problématique parce que ça ne devrait pas être le cas. D'une part, parce que ça ne devrait pas les rassurer, puisque ça n'est pas une preuve. D'autre part, c'est un dialogue qu'on entretient avec notre administration fiscale de rattachement, et donc ça n'a pas vocation à être public. L'enjeu, idéalement, c'est de pouvoir expliquer, faire preuve de pédagogie auprès de ces entreprises pour leur dire qu'en fait, c'est à elles d'évaluer si on est d'intérêt général et de leur proposer, par exemple, de leur transmettre un document par lequel on certifie sur l'honneur que nous avons fait toutes les démarches et toutes les actions pour être en conformité avec l'intérêt général, puisque nous ne pouvons pas être reconnus d'intérêt général, comme c'est écrit un peu partout. On se reconnaît soi-même d'intérêt général, mais rien ne nous reconnaît officiellement et durablement et de manière agrémentaire ou de certification comme d'intérêt général. Donc c'est un peu pénible. Je sais que ça arrive, malheureusement, il faudrait essayer de faire preuve de pédagogie auprès de ces structures pour leur faire comprendre que le rescrit n'est pas le bon outil à leur transmettre. Question, la durée d'un contrôle fiscal d'une association. Alors je dirais qu'il faudra vérifier parce que je n'ai pas la donnée. Elle est équivalente à la stabilité juridique. Donc potentiellement, ça doit être 5 ans, il me semble. Dans le cas des financements européens, par exemple, c'est 10 ans
qu'on peut avoir de regard sur notre activité. Il me semble, peut-être qu'Alice confirmera dans le chat, ou elle a peut-être déjà confirmé, puisque c'est notre juriste, que c'est 5 ans. Donc c'est assez long quand même, et c'est valable à la fois pour la fiscalité de type défiscalisation des dons, mais aussi pour la fiscalité de type vous avez des activités concurrentielles, potentiellement elles peuvent être fiscalisées. Ce sont que les dons collectés en France, effectivement Aurélie qui posait la question. Est-ce que ce sont des dons collectés en France qui sont pris en compte uniquement? A priori oui, je suis pas en capacité moi de répondre à la question comment on fait avec les dons issus d'autres sociétés européennes. Il y a peut-être des possibilités, mais si c'est le cas, je ne les connais pas. Désolé. Faudra investiguer. Si Aurélie, tu m'envoies un message avec Alice, on pourra faire une petite note. Peut-être dans la lettre solution, un jour, on mettra un petit point sur le don. On parlera des dons venant de donateurs non français. Est-ce que l'adhésion à une association peut être considérée comme un don régulier? Question de Nicolino. Non, puisqu'une adhésion, c'est un acte déclaratif qu'on fait chaque année. Donc, par principe, une adhésion n'est pas régulière et ne peut pas être reconduite automatiquement, sauf exception que je n'aurais pas en tête et qui serait justifiée. Mais une adhésion, en fait, elle doit être systématiquement refaite chaque année pour justifier qu'on adhère de nouveau aux valeurs, aux projets associatifs, etc. Même si c'est rendu extrêmement simple par des outils, il faut que cette adhésion ait lieu. On n'est pas obligé de faire une lettre pour l'expliquer. Il suffit d'adhérer sur Helloasso, par exemple. Mais il faut une manifestation d'adhésion. L'adhésion est défiscale toujours uniquement pour des associations d'intérêt général. La défiscalisation n'est ouverte que pour des associations d'intérêt général, en gestion désintéressée, pour des activités qui ne sont pas concurrentielles. Je continue à regarder. Il y a beaucoup de questions, effectivement. Après, ça, c'est des questions très techniques. On m'a mis toutes les questions, effectivement. Est-ce que vous connaissez des structures de conseil qui recherchent du mécénat et sont rémunérées sur résultat? Question d'Elsa. Est-ce que là, ça veut dire des structures qui accompagnent à la recherche de mécénat et qui vont avoir un pourcentage si vous avez des dons? Oui, j'imagine qu'il y en a. Enfin, j'en connais. Est-ce que c'est forcément au pourcentage? Je sais pas. Je pense qu'il y a un forfait minimal. En tout cas, celle que je connais, il y a un forfait minimal. Moi, c'est quelque chose que vous pouvez évaluer. Pour le don, peut-être que ça a peu d'intérêt. Pour le mécénat, ça peut en avoir. Ça peut beaucoup jouer au carnet d'adresses quand même, parce que c'est pas tant les conseils qui vous aideront forcément à avoir du mécénat, c'est aussi les bonnes portes d'entrée. Donc ça s'évalue et effectivement, je vous encouragerais à pas prendre trop de risques non plus sur ce type de cabinet de conseil et de bien vous assurer que c'est des personnes qui tiennent bien la route, qui ont une bonne expérience et qu'on travaille avec des structures qui vous ressemblent, puisque ça va être ça l'enjeu, qu'elles comprennent bien quelle est la nature de votre structure et qu'elles reproduisent pas des schémas qui marchent bien avec des grosses structures mais pas très bien avec vous. Le temps alloué, bonne question de Pauline. Le temps alloué à une stratégie de don, en fait, ça dépend pas mal de vos objectifs, mais il faut considérer que c'est une vraie campagne de com. Donc, je dirais peut-être un tiers temps pendant la période et un quart temps le mois d'avant et le mois d'après pour préparer, quoi. Ça, c'est une bonne grosse campagne de don. Sachant que là, je fais une réponse si on prend qu'une personne qui centralise tout. S'il y a plein de personnes qui font plein de choses, c'est un peu différent, mais plein de personnes qui font plein de choses, ça prend aussi encore plus de temps. Parce que du coup, il faut une personne pour coordonner ces plein de personnes qui font plein de choses. Donc pour moi, quand on se met à avoir plein de personnes qui font plein de choses, c'est parce qu'on dit que la personne X aura plus d'impact que la personne Y. Par exemple, si je demande à Justine, plutôt parce que c'est Justine qui mène les campagnes. Donc si c'est Justine se demande à elle-même d'écrire aux ambassadrices de changement parce que c'est elle qui est en relation, c'est cool. Si c'est moi qui écris aux personnes qui lisent le magazine parce que c'est avec moi qui sont en relation, c'est cool. Si c'est Justine qui écrit à tout le monde, ça marchera bien, mais peut-être un peu moins que si c'était un message de moi parce qu'ils me connaissent mieux, quoi. Mais ça doit être ça la logique de faire intervenir plein de gens et pas forcément la logique d'avoir une personne de découper le temps de plein de personnes en se disant qu'on va gagner du temps. Donc ça prend du temps, faut vraiment pas le négliger et c'est pas forcément rentable la première année. C'est que justement ça s'inscrit sur le temps long pour une stratégie de don régulier en tout cas. Alors, question de Stéphanie très pratique, faut-il avoir obligatoirement accès à ce replay? Alors peut-être que Stéphanie ne sera pas là. Faut forcément s'inscrire pour avoir accès au replay. C'est plus pratique comme ça, vous recevez le mail. Comme a répondu Christelle, ça vous évite de devoir essayer de le trouver quand on le partagera sur les réseaux sociaux ou d'aller sur notre YouTube pour essayer de le retrouver. Mais de toute façon, il n'y a pas de souci à ce que vous soyez inscrit. Vous recevrez l'information avec le webinaire.
Alors, question de Gabriella, disons qu'on peut toujours leur transmettre. Donc, la question de Gabriella, c'est: avez-vous des informations ou des outils pour accompagner les associations dans la sensibilisation des entreprises à l'intérêt général et aux exigences concernant la rescrit? Il n'y en a pas vraiment. Après, leur transmettre les sites qui sont bien faits d'administration fiscale ou de asso.gouv.fr. Sinon, c'est en fait identifier ce qui va venir les décliquer et donc d'avoir des outils très simples, en fait, d'avoir l'air aussi assez sûr de soi en disant: je vous envoie un document qui vous atteste qu'on est d'intérêt général, mais qui est un document que vous produisez vous-même, qui dit: nous certifions avoir fait toutes les démarches pour être d'intérêt général, etc. Ce qui du coup aura son impact, quoi. Alors, Quentin qui relance la question: en cas de contrôle, si notre adhésion s'est déclarée d'intérêt général de son propre chef et a émis des reçus de défiscalisation, le contrôleur peut-il, je pas la suite, sur la question, le copier-coller ne finit pas. Alors, je vais regarder dans le chat, peut-être, ça sera très bien. Peut-il appliquer une sanction? Alors, en fait, ce qui va se passer en cas de contrôle, s'il considère que vous n'êtes pas d'intérêt général, il va pas simplement vous notifier. Normalement, il va vous demander de rembourser ce qui a été défiscalisé. Donc, c'est assez important. Ce qui peut changer, c'est si vous considérez de bonne foi, il y aura potentiellement pas d'amende supplémentaire. Donc, c'est quand même un point de vigilance à avoir, qu'on peut vous demander vous êtes responsable en fait de ce que vous avez défiscalisé, quoi. Donc, à avoir ce point de vigilance pour ne pas se retrouver dans une situation économique assez problématique. Et après, l'administration fiscale peut aussi très bien déterminer une bienveillance au regard de votre activité, de votre bonne foi, de plein de choses. Donc, il peut y avoir des choses qui ne sont pas automatiques. Mais en tout cas, si vous avez été en infraction par rapport au fait que vous n'êtes pas d'intérêt général, ça se limitera probablement pas à une simple notification quand même. Question: comment faire pour s'inscrire aux différents autres webinaires? Sur la page par laquelle vous avez dû passer pour vous inscrire au précédent. Donc, il y a une page sur le site qui est webinaire solutions et vous pouvez vous inscrire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a encore plein d'autres petites questions. Non, après, c'est des remarques sur les présentations des uns et des autres, donc je ne peux pas répondre pour Lilo et Microdon et Loasso, mais on le transmettra. Si vous avez des questions, comme on va clôturer là. Si vous avez des questions qui vous restent, évidemment, n'hésitez pas à me les envoyer si elles concernent ce que moi, auquel je peux répondre, ou l'Institut peut répondre avec le soutien d'Alice sur des questions juridiques. On y répondra. Si c'est des questions qu'il faut ensuite transmettre à Marion, Marielle ou Hélène, on leur retransmettra évidemment, vous mettant en lien avec elles. Donc n'hésitez pas, on n'a pas peur j'ai pas peur personnellement, et l'Institut, on n'a pas peur de la surcharge de mails. Donc n'hésitez pas à nous bombarder si il y a des choses qui vous intéressent, vous interpellent, vous questionnent. On est là pour y répondre fondamentalement. Donc, à votre disposition. Et puis, je vous souhaite bon appétit. Encore désolé pour le retard, et pour celles et ceux qui nous auront regardé en replay. Profitez bien de ce replay. À bientôt.